Toutes les salades ne sont pas bonnes à raconter. Collectif Les Sornettes. Sommaire du livre audio. Avant-propos, 1 minute 11. Tirer des plans sur la comète, 2 minutes 5. Chier une pendule, 10 minutes 44. L'enfer est pavé de bonnes intentions, 12 minutes 40. Une main de fer dans un gant de velours, 19 minutes 18. C'est parti mon kiki, 19 minutes 55. Tomber dans les pommes, 25 minutes 15. La paresse et l'oreiller du diable, 35 minutes 10. Avoir du plomb dans la tête, 46 minutes. Motus et bouche cousue, 47 minutes 15. Un ours mal léché, 56 minutes 15. Loger le diable dans sa bourse, 1 heure et 45 secondes. Devenir chèvre, 1 heure et 12 minutes. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, 1 heure et 14 minutes. Quand les poules auront des dents, 1 heure et 20 minutes. Mettre son grain de sel, 1 heure, 26 minutes. Crédit et remerciements, 1 heure et 34 minutes. Livre édité et coécrit par les éditions de l'Horloge. Avant-propos. Avoir des fourmis dans les jambes, on en mangerait sur la tête d'un pouilleux, être soupolé. Notre langue française déborde d'expressions en tout genre. Certaines sont poétiques, d'autres plus imagées. D'autres encore semblent totalement délirantes de sens. Jeter le bébé avec l'eau du bain pour dire qu'on a perdu de vue l'essentiel. Pourquoi ? Quelqu'un a-t-il vraiment un jour jeté par mégarde son bébé dans le siphon et s'est dit « Oh non, ce n'était pas que de l'eau, il était important lui !» Cela vous semble absurde ? Repensez à vos expressions quotidiennes et prenez-les au sens propre. Sont-elles toujours bonnes à utiliser ? C'est ce que nous avons décidé d'expérimenter. Toutes les salades ne sont pas bonnes à raconter est un mélange d'expressions françaises prises au sens littéral où divers ingrédients se rencontrent. Humour, ton décalé, poésie et horreur. Le tout servi sous forme de nouvelles, assaisonnées de fables et saupoudrées de contes. Ayez les yeux plus gros que le ventre sans craindre l'indigestion. Même si celle-ci est bien garnie, la salade reste un plat frais et léger à savourer qu'importe la saison. Tirer des plans sur la comète, Clotilde Kayser. Il n'y avait qu'elle au milieu de ce champ d'oliviers, perché sur la colline, assise entre les bestioles qui grouillaient dans le sol sec et le ciel indigo dégagé, avec la lune comme seul phare dans cette obscurité chaleureuse. Son transat était installé entre 2 arbres dont les branches feuillues encadraient la vision fantastique des astres. Bien allongé, le goulot de sa bouteille d'eau au bord des lèvres, Lys se laissait bercer par la brise qui caressait sa nuque. Elle attendait la comète. Ses jambes tressautaient à chaque insecte qui volait au-dessus d'elle, brisant la sérénité des étoiles immobiles. Chaque mouvement accrochait son regard car la peur viscérale de la rater, de rater la comète du siècle, lui tordait les boyaux. Elle n'allait pas tarder. 23h08, elle devrait se manifester. Un point scintillant apparut, lent et dont la trace s'imprimait dans le ciel. Mais au même instant, Lys se releva. Une douleur à la nuque l'avait prise d'un coup. Elle se retourna et ne vit personne aux alentours. Un papier se trouvait dans le creux chaud de son transat. Elle l'attrapa, le déplia. Un petit caillou en sortit, laissant apparaître des mots écrits à l'encre noire. L'écriture ronde et délicate facilita sa lecture dans l'obscurité. « Je vivrai dans une maison de campagne, entourée de fleurs et de légumes de mon jardin. Mes 10 chats adoptés y vivront en paix pendant que moi, dans la finitude de mes jours, je les contemplerai en buvant mon thé préféré. » Lys eut un sourire en coin. À la fois niais, à la fois si désiré, ces petits mots griffonnés sur le papier puaient l'espoir de jours meilleurs. Alors qu'elle allait le fourrer dans sa poche, contemplant la comète qui continuait son chemin à travers le ciel indigo, un autre projectile toucha son dos. « J'aimerais que celui que j'aime me rende mes sentiments. Je vais essayer de lui parler, puis je verrai ce qu'il se passera. » Cette fois, Lys rigola. Elle délaissa la comète pour regarder derrière elle, aucune trace de vie. Ce fut la première chose qu'elle se dit. Mais en tendant l'oreille et en se concentrant sur les mouvements du feuillage du sud, elle remarqua que, plus haut sur la colline, une silhouette noire bougeait frénétiquement, puis vit un nouveau mocaillou se diriger vers elle. Elle l'esquiva de justesse avant de le ramasser, échoué à ses pieds dans l'herbe. Elle le mit dans sa poche à côté des 2 autres et commença à courir pour rejoindre cette personne, si fleur bleue et si optimiste qu'elle en fut terriblement intriguée. La route fut semée d'embûches. Entre la terre sèche qui cédait sous ses semelles et les multiples racines noueuses qui barraient le chemin, elle faillit tomber un nombre incalculable de fois. Mais les bruits grandissants de la mystérieuse personne l'avaient motivée à continuer, ses pas devenant plus grands et plus assurés à chaque décibel gagné. Une jeune fille, à peu près son âge, peut-être un peu plus jeune. Elle ne put deviner que cela. Ses traits enfantins étaient les seuls à sortir de la nuit. Cet inconnu tenait un lance-pierre dans ses mains. Elle le chargea d'une boule de papier, similaire à celle que Lys avait reçue. Pieds écartés, l'élastique bandé au maximum, ses bras tremblaient pendant qu'elle visait le ciel. Son mot s'envola au claquement de son outil. Il décrivait un arc de cercle avant de s'échouer au même endroit que les autres. Si Lys était restée, elle aurait pu le ramasser pour le lire. Mais celui-ci lui resterait inconnu. La jeune fille souffla. Elle jeta son lance-pierre au sol pour attraper un autre lanceur de mots. Lys resta bouche bée devant le tas qu'elle n'avait pas aperçu jusqu'alors. L'inconnu avait attrapé un arc et des flèches. Elle commençait déjà à enrouler ses bouts de papier autour des tiges de plastique.
Hé, attends un peu toi. Utilisant les dernières forces qui restaient dans ses jambes, Lys monta sur le petit plateau de la colline et attrapa la flèche des mains de l'inconnu. Tu vas blesser quelqu'un avec tes flèches. T'es malade, ma parole. La tireuse fit face à Lys, étonnée puis agacée quand elle vit que son projectile lui avait été arraché. Rends-le-moi, c'est mon problème. C'est mon problème aussi. Tu m'as tiré dessus plus de 3 fois. Et si je n'étais pas venue voir, je me serais pris une flèche dans le dos. Mise devant sa figure comme preuve d'un crime avorté, la flèche se fit agripper par les mains de l'inconnu. Dans un duel mi-physique mi-mental, les 2 jeunes filles se fixèrent, tirant chacune la flèche vers elle. La bataille dura de longues minutes jusqu'à ce que l'inconnu lâche sa prise. Sans plus de cérémonie, elle se dirigea vers un amas éclectique où traînaient aussi un pistolet et un drone. Lys la rejoignit alors qu'elle fouillait dans son bric-à-brac pour en extirper une nouvelle flèche et un nouveau mot tiré dans une casquette retournée. « Je crois que t'as pas bien compris ce que je t'ai dit. Tu vas blesser quelqu'un avec tes trucs. Et alors, ils n'ont qu'à partir comme tu l'as fait. » L'inconnu se tourna vers le ciel. La comète avait bien avancé, atteignant le milieu du ciel. « J'ai pas le temps de me disputer avec toi, la comète va partir. » Elle poussa Lys qui trébucha et mit un nouveau mot sur sa flèche avant de la tirer, visant encore le ciel, bien que d'un point légèrement différent du précédent. Lys n'eut pas le temps de l'en empêcher. L'inconnu souffla encore, tapant même du pied contre la terre sableuse en constatant son nouvel échec. À son tour, l'arc finit au sol à côté de son ami le lance-pierre. La tireuse s'assit aussi. Ses épaules étaient si basses qu'elle semblait porter tout le poids du monde. Un coup de vent balaya la poussière au sol, fit gémir les branchages lourds d'olive et valdinguer la casquette et les mots qui y dormaient. Dans un élan de bonté, Lys les attrapa au vol, les fourra dans ses poches pour ne pas les perdre, puis remit tout à sa place une fois la bourrasque passée. Elle ne put cependant pas s'empêcher de zioter les phrases écrites. Je rentrerai dans l'école de mes rêves. Lys leva les yeux au ciel, à la fois pour libérer sa frustration face à tant de niaiseries, et puis un peu pour voir la comète, et puis surtout pour ne pas regarder l'inconnu près d'elle, dont les sanglots commençaient à monter. Lys attendit 5, puis 10 minutes, mais les pleurs persistaient. Tu veux en parler peut-être? Pas de réponse. Je sais pas pourquoi tu essayes de littéralement tirer tes plans sur la comète, mais je te jure que ça marchera pas, même avec le pistolet et le drone. L'inconnu se retourna, essuyant de ses doigts tremblants ses joues mouillées. Elle marmonna des mots incompréhensibles et Lys se sentit obligée de se rapprocher et de s'asseoir près d'elle pour pouvoir comprendre ses paroles. Si mes mots atteignent la comète, alors peut-être que mes vœux seront plus vite réalisés. Ils seront plus forts que ceux que j'ai faits en regardant les étoiles filantes. Dans l'idée, c'est pas si con. Peut-être que je m'y prendrai mal, mais j'ai prévu de faire de mon mieux. Je vais devenir la meilleure. Que ce soit à l'école, dans mes relations, dans mes passions. Comme ça, je n'aurai aucun regret. Comme la comète ne passe qu'une fois tous les siècles, je me suis dit que cette chance ne reviendrait plus jamais. Il fallait que j'y arrive, peu importe les moyens. Lys eut une petite sueur froide en repensant aux armes derrière elle. L'inconnu avait donc vraiment eu l'intention de les utiliser. Elle avait du mal à croire à une chose pareille et pourtant, la vérité était sous ses yeux. Je me suis dit qu'en réussissant, mes plans d'avenir seraient réalisés et puis peut-être que des extraterrestres tomberaient dessus et m'aideraient. Alors, je ne veux pas détruire tes rêves, mais c'est débile. Je sais. La main de Lys se posa sur l'épaule de l'inconnu. Malgré tout, son arme, son manque de réalisme face à la situation, cette fille lui faisait un peu de peine. Et elle s'en voulait d'avoir fouillé son intimité, même si cela n'avait pas été intentionnel. Je sais que j'aurais pas dû, mais j'ai lu tes mots quand ils me sont tombés dessus. Comme tout le monde pourrait s'y attendre, la jeune fille se dégagea de la main de Lys en la fusillant du regard. Attends, je sais qu'on ne se connaît pas. Et que tu t'en fiches de ce que je vais te dire. Mais tu devrais en parler avec des amis, ta famille. J'allais te dire d'en parler à ton copain, mais t'en as pas encore, désolée. Elle savait que la diplomatie et la communication n'étaient pas son fort, et qu'en plus de cela, cet inconnu lui inspirait peu confiance, tout en suscitant une vague de pitié en elle. Néanmoins, cette dernière ne lui répondit pas, et cette absence de réponse était suffisante à Lys pour comprendre la situation. Si tu veux, je peux t'aider à lancer d'autres mots. Peut-être qu'il y en a un qui atterrira sur la comète. Malgré l'immobilité de l'inconnu, Lys se releva, épousta son derrière, puis piocha un mot au hasard. Elle prit un caillou au sol et le lance-pierre avant de les mettre devant le visage de la jeune fille. « Vas-y, avec ça, au moins, t'es sûre de tuer personne. » Cette situation était incongrue. Même si elle ignorait le prénom de cet inconnu, même si cette dernière était trop niaise, trop optimiste dans ses mots griffonnés avec amour, même si Lys détestait ça et qu'elle aimait tout tourner en dérision, les remords et l'envie d'aider la submergeaient totalement, la noyant dans des émotions trop variées, trop fortes et trop étranges. Elle pouvait bien faire cela pour elle. Elle pouvait bien être sympa pour elle qui semblait n'avoir personne. Elle pouvait bien ranger son amertume pour apaiser sa peine. Elle pouvait bien prendre sur elle pour raviver l'optimisme qui brûlait derrière les larmes. L'inconnu avait mis du temps avant de se lever, mais elle avait finalement attrapé le lance-pierre, enroulé son papier autour d'une pierre. Elle prit également son temps pour placer son projectile dans l'espace prévu à cet effet. Elle jeta un coup d'œil suspicieux à Lys qui montra ses 2 paumes, preuve de son innocence. « Tu peux y aller, je ne ferai rien. » « C'est vrai, promis. » Après un temps de pause, la tireuse se rassit. Lys, dans l'incompréhension, voulut dire quelque chose. Mais elle se retint d'un quelconque commentaire quand elle constata que l'autre fille avait retiré le mot qu'elle avait enroulé autour de la pierre. Visiblement peu satisfaite, elle commença à fouiller dans la casquette. Elle sortit tous les mots, mais n'en choisit aucun. « Dis, tu n'en as pas d'autres qui traînent dans tes poches ?» fit la jeune fille avec une petite voix. Lys fouilla et tomba en effet sur un dernier morceau de papier.
Elle savait qu'il n'avait pas encore été envoyé car, comparé à ceux qui avaient été utilisés comme projectiles, celui-ci était intact. Le papier lisse n'avait pas été abîmé par la rugosité de la pierre. Le mot était aussi plus petit, plus fin, comme une longue bande de papier. Lys le lui tendit et l'inconnu la remercia avant de nouer avec délicatesse les deux extrémités. Elle se remit en position de tir un peu plus énergiquement que la fois précédente. La comète avait presque disparu derrière l'horizon. Sa lumière n'éclairerait la surface de la Terre plus que pour quelques minutes encore. Alors, l'inconnu tira de toutes ses forces sur l'élastique, et dans un souffle, le lâcha. Comme les autres, le projectile effectua un arc de cercle dans les airs, mais en un clignement de cils, il disparut de leur vue, comme avalé par le ciel. La comète disparut à son tour, le ciel l'indigo devint noir. Je ne sais pas comment, mais un jour, je serai heureuse. Chez une pendule, Amandine Dufour. L'ami Chevreau, peu ordinaire et un peu tête en l'air, n'était pas du genre à suivre le rythme de ses confrères. Un papillon à sa droite, une grenouille à sa gauche, et voilà que le tour était joué pour qu'il en fût assez intrigué. Un beau jour, la louve qui s'occupait de la troupe en eut assez de les recompter et de voir qu'il manquait encore et toujours ce jeune dévoyé. Elle demanda à ses très chers autres petits s'ils l'avaient vu se défiler. L'un d'eux put en effet lui raconter qu'il s'était dirigé un peu plus loin dans la forêt. La louve se mit alors en quête de le chercher, accompagnée de ses bambins, et ne mit guère longtemps à remettre la main sur ce petit coquin. Alors que ce dernier croyait y échapper, je ne vous dis point quelle en fut sa surprise. Le prenant de côté, la louve lui fit la leçon en ces termes. « Alors, jeune chevreau, ce n'est pas la première fois que je t'y prends. Tu aurais pourtant dû retenir cet enseignement. La prochaine fois que je t'y reprends, je te fais le serment que tu t'en rappelleras pour un moment. » L'ami Chevreau baissa la tête en signe de pardon et acquiesça, faisant montre de ses nouvelles résolutions. Malheureusement, il ne lui fallut que peu de temps pour rompre son engagement, et la louve lui infligea le don, ou plutôt le malheur, de déféquer des pendules. Elle se dit qu'à présent, il prendrait garde à ses avertissements. Et elle n'eut pas tout à fait tort, car l'ami Chevreau en resta incrédule. Il sortit des dizaines et dizaines de curieuses horloges de l'arrière-train, qu'il en eut pendant des jours un mal de chien. Ce ne fut qu'une fois en rythme avec ses petits copains que tout reprit le droit chemin. Dès ce jour, il comprit qu'il était important de suivre la cadence, de peur de se mettre à nouveau à pondre de drôles flatulences. L'enfer est pavé de bonnes intentions, Joséphine Bou. Une lettre suffit à Mathilde pour entreprendre le voyage le plus périlleux du reste de sa vie. Elle avait été expédiée par le 36e régiment d'infanterie. Avant même de l'ouvrir, la jeune femme savait de quoi il retournait. Les mains tremblantes, elle ouvrit la missive. 5 août 1916 à Mouilly. Monsieur et Madame Gilbert, nous sommes peinés de vous apprendre le décès de Léon Marie-Joseph Alexandre Gilbert, tué à l'ennemi en combattant pour défendre la France. Sincères condoléances. Henri Duroy-Bourdeville, général de la 5e division d'infanterie. Cette lettre, si froide, elle avait arraché un bout de l'âme de Mathilde. Une partie d'elle était morte en même temps que son fils. Elle aurait voulu hurler, pleurer, mais elle ne pouvait pas. Elle ne s'en donnait pas le droit. Elle devait rester forte pour sa fille, Alice. Elle devait rester forte pour sa fille Alice, tellement fragilisée par la vie, alors qu'elle n'avait qu'à peine 17 ans. Elle devait garder le contrôle pour son fils Émile, qui était si instable. Et elle devait rester digne pour Joseph, son mari, déjà abîmé par des années de misère. C'était son rôle de femme, mère et épouse. Elle devait préserver l'unité de la famille. Si elle s'effondrait, qui garantirait l'ordre? Alors, elle enfouit sa souffrance aussi loin qu'elle le put. La mère de famille fit de son mieux pour que les choses reprennent leur cours. Mais la vie avait perdu de sa saveur. Elle prit conscience que la guerre n'était pas seulement au front. Cette garce frappait partout et ne se souciait guère des conséquences. Mathilde ne pouvait supporter l'idée que son fils repose si loin d'elle, et encore moins qu'il ne reçoive pas les sacrements, qu'il finisse condamné à errer dans les limbes. Alors, elle s'était résolue à aller le chercher, à le sauver de la damnation. Son mari, bien sûr, ne la comprenait pas. « Serais-tu inconsciente? Tu ne penses pas réellement à nous laisser? À la laisser? Joseph, je t'en supplie. Ne rends pas cette décision encore plus dure qu'elle ne l'est déjà. » Il la regardait d'un air désemparé. Seul, il n'y arriverait jamais. « Je t'en supplie, Mathilde, pense à ta fille. Il ne lui reste plus que toi à présent. Voilà qui est nouveau. Il me semblait pourtant que je ne l'avais pas conçue toute seule. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais. Elle a peur de tout le monde sauf Léon. Ne crois-tu pas que je le sache? Mais elle va devoir apprendre à vivre sans lui à présent. Mathilde, reste, je ne saurais pas m'y prendre. Et puis, avec le départ d'Émile, fuir. Émile ne sait faire que ça. Cela ne changera pas grand-chose. Mathilde, le débat est clos. Je n'abandonnerai pas mon fils.
Comment vas-tu préserver ta si précieuse unité familiale si tu t'en vas? Et dis-moi, comment vas-tu conserver ta bonne conscience si tu laisses ton fils à la merci du diable? Comment Alice fera-t-elle son deuil en sachant que son frère repose dans une fosse commune, perdu au milieu des corboches? Excuse-moi, mais je pense agir dans l'intérêt de cette famille. Ne me parle pas du diable. Il m'a fait perdre la foi il y a bien longtemps. Mathilde n'en voulait pas à son mari. Comment aurait-il pu réagir autrement quand le passé lui avait appris à rester de marbre face à la cruauté du monde? Il essaya encore de la retenir, en lui disant que le front n'était pas fait pour les femmes, mais cela importait peu à Mathilde. Elle était prête à tout pour protéger l'âme de son fils. Dans le pire des cas, je mourrais en essayant, mais au moins j'aurais fait quelque chose, avait-elle répliqué. C'est ainsi que le lendemain, elle partit pour Mouilly, l'endroit où la mort avait raflé Léon. Pour la première fois de sa vie, Mathilde prit le train. Ce fut un trajet difficile, long de 2 jours et demi. Étant une femme qui voyageait seule, elle devait rester sur ses gardes en permanence. Plusieurs fois, des hommes l'avaient abordée pour on ne sait quelle raison obscure. Au début, elle leur répondait, d'abord par gentillesse, puis par crainte qu'on lui fasse du mal. Finalement, elle comprit que le silence était la meilleure arme contre ces voyous. Alors, elle s'était enfermée dans un mutisme, tout en prenant soin de garder la tête haute, en signe de dignité. La locomotive s'arrêta un peu avant la gare de Verdun, rendue inutilisable par les tirs inlassables des Allemands. Il était aux alentours de 14 heures, ce qui lui laissa le temps de chercher un moyen de transport jusqu'à Mouilly. Ce ne fut pas chose aisée. On lui riait au nez ou on la rejetait lorsqu'elle donnait sa destination. « Vous ne pensez pas sérieusement à aller là-bas, ma petite dame? Vous ne tiendrez pas 2 minutes entre les tirs Boche et l'horreur que vous y verrez. Sûrement que vous ne tenez pas à la vie pour vouloir commettre pareille folie. » Chaque fois, elle expliquait la raison de sa venue, mais c'était vain. Personne ne voulait mettre les pieds en enfer. Encore une fois, elle ne pouvait pas les blâmer. Qui, à part une mère, serait capable de se rendre dans le royaume de Lucifer? Cette affaire dura à peu près 2 jours. Au bout d'un moment, Mathilde, qui était pressée par le temps, décida que mentir sur sa destination était préférable. Ainsi, elle ne demanda plus à aller à Mouilly, mais à Somme-Dieu. Le reste, elle le ferait à pied. Ce fut le 3e jour qu'un aimable paysan accepta de l'y conduire. Les Allemands étaient passés par là. La ville était détruite. La femme resta un instant choquée par le désolant tableau qui s'offrait à elle. Elle prit conscience de la chance que sa position lui offrait. À Amiens, ils étaient épargnés par les massacres et la destruction. Alors oui, elle avait perdu son fils. Mais elle avait encore son foyer, et le reste de sa famille était en sécurité. Elle prit une grande inspiration et se ressaisit. Elle ne devait pas se détourner de son but. Elle remercia le brave paysan et se mit en route vers sa destination, qui ne tarda pas à se faire découvrir. Ce qui frappa d'abord, ce fut l'odeur. Un mélange de boue, de fumée et de sang. Mathilde apprendrait plus tard que, par chance, on ne se battait plus au gaz sur le front est. Elle n'eut pas de mal à trouver son chemin. La fumée et les bruits la guidèrent. Environ 2 kilomètres avant l'entrée du village, elle trouva les baraquements de la 5e division d'infanterie qui supervisaient les batailles. Elle était au bon endroit. Elle demanda à voir le général Henri du Roy-Bourdeville, celui qui l'avait informé de la mort de son fils. Les premiers soldats qu'elle vit lui rirent au nez. « Et pourquoi une femme voudrait-elle voir ce grand homme? J'ai à m'entretenir avec lui. À quel sujet? Cela ne vous regarde pas. » De nouveau, ils avaient ri. Personne ne la prenait au sérieux. « Allez, retournez faire la cuisine, ma petite dame. Vous n'avez rien à faire ici. Vos enfants attendent que vous leur fassiez à bouffer. » Elle ne se laissait pas démonter. Les militaires étaient censés être des hommes d'honneur. Elle allait répliquer lorsqu'ils se mirent au garde à vous. « Mon général, vous pouvez disposer. » Mathilde saisit sa chance. « Êtes-vous le général Henri du Roy-Bourdeville? » Lui-même. « Qu'est-ce qui vous amène ici? » « Mathilde Gilbert. J'ai à m'entretenir avec vous. C'est au sujet de mon fils. » « Tout le monde dehors !» De quoi s'agit-il? Elle lui expliqua les raisons de sa venue. Il l'écouta attentivement, n'émit aucun jugement. C'était un homme bon et compréhensif. « J'aurais voulu vous aider, mais je ne peux pas vous donner le corps de votre fils, pour la simple raison que je ne saurais le distinguer au milieu des autres cadavres. Cependant, je peux vous amener sur les lieux où il a péri. Peut-être que vous serez en mesure de le reconnaître. Je dois seulement vous prévenir que ce que vous allez voir peut vous bouleverser. Ne vous en faites pas, je suis prête à beaucoup pour amener mon fils. » Tous deux allèrent sur les lieux du drame. Le spectacle était horrible. Même dans ses cauchemars les plus terribles, Mathilde n'aurait pas pu imaginer cela. C'était l'enfer. Le sol était recouvert d'hommes agonisants. Les plus jeunes réclamaient leur mère. Certains agrippaient le bras de sa robe. Ils s'accrochaient au dernier espoir de survie, qui s'évanouissait à mesure qu'elle continuait son chemin. Au paysage apocalyptique s'ajoutaient les cadavres et les membres sans corps. La femme ne craqua pas. Rien ne pouvait la détourner de sa mission. Elle fouilla pendant des heures parmi les corps sans vie. C'était éprouvant. Il y en avait des centaines. Tous étaient plus mutilés les uns que les autres. Mais jamais elle ne perdit espoir. Elle était certaine qu'elle le retrouverait. Dans sa famille, on n'abandonnait pas les siens, qu'ils soient morts ou vivants. Au coucher du soleil, elle dut s'arrêter, mais reprit ses recherches aux premières lueurs du jour. Ce fut à la 10e heure de la seconde journée que sa persévérance se solda par un succès. Elle identifia ses bras, grâce à la chevalière en cuivre qui se trouvait à son annulaire gauche. Elle ne lui avait pas porté chance, finalement. À quelques mètres de son corps, elle retrouva sa tête, étonnamment en bon état, assez pour le reconnaître. Elle tomba à genoux, submergée par la douleur. Ce fut l'unique instant où elle s'autorisa à pleurer. Après un certain temps qui lui parut incertain, elle se leva, sécha ses dernières larmes et demanda à un lieutenant un cercueil. Elle avait réussi. Il était temps pour elle de rentrer à la maison avec son fils. Une main de fer dans un gant de velours. Julie Chénaud. On lui trouvait un charme électrique. Rien d'inné dans ce dernier, prouesse technique, bras bioniques, qu'elle se démenait à cacher. Son corps, paré de somptueux tissus, avançait lentement et lourdement, et les badauds en appréciaient la vue. Sans avoir connaissance de ses tourments,
Bientôt, elle devint plus agile, abordant une question fondamentale. Est-il possible d'avoir du style en ornant ses épaules d'un châle, main de fer dans un gant de velours, jamais victime des vautours? C'est parti mon kiki, Pauline la chèvre. Jérôme a pris rendez-vous chez le premier médecin disponible ce matin 3 octobre. Il n'a jamais eu de médecin attitré, tout simplement car c'est un homme qui va bien. Jamais de foulure ni de poignet cassé, pas l'ombre d'une dépression ou de toute autre maladie mentale qui afflue soudainement sur les réseaux sociaux et dont, alors que les maladies ne touchent que 1% de la population, toute la planète se voit atteinte. Oh, il y a bien eu une carie à ses 8 ans, mais cela fait partie des fougues de la jeunesse. Aujourd'hui, une boîte de Doliprane au premier signe d'un rhume et un sachet de Fervex pour les microbes les plus tenaces et, en moins d'une semaine, il pète à nouveau la forme. Mais lorsqu'un homme de 37 ans se tord dans tous les sens pour se reluquer le dos un mardi à 8h35 pour voir si son kiki ne s'y trouve pas, il devient pressant de demander l'aide du corps médical. Jérôme fut reçu à 9h23 par le docteur Keckman, qui garde toujours des créneaux de libre pour les cas d'urgence. Et c'est en voyant le regard ahuri et affolé de son patient que le docteur sut que l'affaire était sérieuse. Jérôme avait perdu son kiki. « Je ne l'ai pas perdu. Je l'avais hier avant de me coucher, j'en suis certain. Et ce matin, à mon réveil, il n'était plus là. Je l'ai cherché partout. Dans le lit, sous le matelas, dans mes armoires et même dans la bouilloire. Il n'est nulle part. Pourquoi ne pas avoir appelé la police plutôt qu'un médecin? Ils sont plus aptes à retrouver ce qui est perdu. Parce que je n'ai pas perdu mon kiki. Je sais exactement où je l'ai laissé pour la dernière fois. Sur moi. Je bouge beaucoup quand je dors, alors j'ai supposé que peut-être je l'avais déplacé sans faire exprès. Mais j'ai eu beau fouiller derrière mes oreilles, sous mes ongles, entre les plis de mon nombril, rien, il n'est plus là. Docteur, je n'ai pas perdu mon kiki, c'est lui qui est parti. Serait-il possible que quelqu'un vous l'ait volé durant votre sommeil? Non, il n'y a aucun signe d'effraction chez moi. Docteur, la police ne peut rien pour moi, mais j'espère que vous le pourrez. Certaines personnes perdent leurs cheveux à cause de lésions. Se peut-il que je sois atteint d'une maladie de ce genre? Eh bien, ma foi, je n'ai jamais rien vu, et de mes confrères jamais entendu de situation similaire à la vôtre. Mais chaque maladie est amenée par un premier cas. C'est terrible. Je craignais avoir attrapé un virus contagieux, mais être unique est encore pire. Il n'y a personne à qui je puisse me référer. J'avais lu dans les magazines qu'une masturbation trop rude pouvait casser le kiki. Mais les experts parlaient simplement d'une fracture, pas qu'il se casserait du reste de mon corps. Ou alors, est-ce ma punition divine pour avoir forniqué avant le mariage, avec des aventures d'un soir? Dire que ma mère m'a traîné tous les dimanches à l'église, j'aurais dû être plus sur mes gardes. Je n'ai plus qu'à devenir prête, vivre dans la chasteté et espérer le pardon. Soyez optimiste, monsieur Jérôme. Vous n'êtes plus un potentiel transporteur du sida, c'est merveilleux, non? Oui, certes. Mais même potentiellement contagieux, je l'aimais, mon kiki. Il me manque, je ressens un manque. Est-ce que je suis encore un garçon, même sans kiki? Ou est-ce que je suis devenue une sorte de transsexuel? Oh, docteur, je n'ai vraiment pas envie d'être trans. Je veux dire, de changer de sexe. Je ne veux pas être une fille. Allons, calmons-nous. Personne ne va vous obliger à être une fille. Mais je n'ai pas de kiki. Vous n'avez pas plus de vagin. Oh, en effet, c'est juste. Y a-t-il une raison qui aurait pu le pousser à partir? Non, nous étions plutôt bien accordés, lui et moi. Nous avions les mêmes désirs, les mêmes plans pour l'avenir. Avez-vous changé quelque chose dans votre quotidien, dans vos habitudes? J'y réfléchis. Ah, j'ai acheté des nouveaux caleçons. Ils sont plus doux et plus confortables que les anciens. Ça n'aurait pas de sens que ce soit ça qui les fait fuir. Oh, vous savez, je ne suis pas vétérinaire. Mais je sais qu'un chat est susceptible de fuguer si on change son environnement. Vraiment? Mes anciens caleçons étaient délavés, certains même troués, alors j'ai pensé qu'il était temps de changer. Oh, c'est terrible, on pense faire pour le mieux et voilà le résultat. Mais s'il existe des transplantations de cœur et de poumons, n'y a-t-il pas de greffe de kiki? Oh, ça doit pouvoir se faire. Vous pensez que ce genre d'opération est remboursé par la Sécu? Je crains que non. Mince. À défaut d'avoir un nouveau kiki, ça va me coûter un rein. Pourquoi ne pas interpeller des journalistes sur votre affaire et donner quelques interviews à la télévision? Si vous vous montrez convaincant, je suis persuadée que de nombreuses personnes signeraient une pétition pour que l'opération vous soit remboursée. Et en cas d'échec, vous pourrez toujours ouvrir une cagnotte. Je n'ai pas envie que toute la France vienne m'aborder dans la rue. Hé, l'homme sans kiki! Non. Rien que d'imaginer qu'un autre que vous, qui ne soit pas tenu par le secret professionnel, soit au courant, j'en tremble de honte. Je suis prêt à sacrifier un rein. Il m'en reste un deuxième. Mais un kiki, c'est une partie individuelle. Aussi, ça se remarque vite quand il n'est pas là. Il y a cependant quelque chose qui me tracasse quant à cette histoire de greffe. Puis-je vous poser une question qui risque de vous être très embarrassante? Posez donc. Le sujet est délicat. Il m'est difficile de soigner la formulation, aussi je serai direct.
Votre kiki est parti. Mais qu'en est-il de vos testicules ? Mes testicules ? Vos coucougnettes, sont-elles toujours là ? Oui, elles sont toujours en place. Ah, merveilleux! Le potentiel problème n'en est plus un. Voyez-vous, les spermatozoïdes sont stockés dans les testicules. Aussi, si nous vous avions greffé celle de n'importe qui, vous auriez pu donner naissance à un enfant noir ou asiatique, alors que vous et votre femme êtes blancs comme un lin. Rien de bien grave en soi. Mais il pourrait y avoir quiproquo entre vous et madame. Mais s'il ne s'agit que du kiki, alors tout va pour le mieux. Tant que les produits sont faits dans la bonne usine, peu importe quel camion les transporte, n'est-ce pas ? Je vais contacter des collègues qui sont qualifiés dans les transplantations et vous obtenir un rendez-vous pour dans un mois. Qui sait, peut-être que d'ici là, votre kiki aura eu envie de revenir. Tombée dans les pommes, l'Oravis. Il était une fois, dans un royaume lointain, Rainette, une fillette âgée de 5 ans qui n'était pas plus haute que 3 pommes. Elle était presque toujours accompagnée de son chat, Happy, qui avait la mauvaise habitude de s'éclipser dès qu'il préparait un mauvais coup. Cependant, Rainette ne s'attendait jamais à voir ses farces dégénérer autant. Rainette ne fut point surprise de constater qu'Happy avait une fois de plus disparu sans qu'elle s'en aperçoive. Il savait se faire discret quand il s'agissait de mettre en œuvre un de ses plans diaboliques. Elle se dirigea vers le majestueux sapin de Noël qui trônait dans la pièce à vivre, car elle savait bien qu'il aimait jouer avec tout et n'importe quoi. Elle s'approcha pas à pas du sapin, tout en l'admirant. Elle était fière de l'avoir décoré quelques jours auparavant avec l'aide de son père, Jonah Gold, et sa mère, Pink Lady. En s'avançant de plus en plus, elle fut attirée par une boule de verre argenté, se trouvant à sa hauteur, accrochée sur une des fines branches du sapin où elle pouvait distinguer son reflet. Cette boule qu'elle trouvait si particulière était ornée de motifs de flocons. En s'arrêtant juste devant celle-ci et s'apprêtant à la prendre dans ses mains pour la regarder, comme par magie, elle se mit à bouger. Rainette crut d'abord rêver, mais elle la vit remuer une seconde fois. Mais surtout cette fois-ci, elle aperçut une petite patte noire secouer cette boule de Noël. Rainette avait vu juste. Happy s'était caché dans le sapin. Se rendant compte qu'il avait été découvert, Happy se mit en tête d'escalader le sapin le plus possible. Tout en grimpant, Happy discerna une guirlande de la même couleur que son pelage corbeau. C'est alors qu'il eut la merveilleuse idée de s'en servir en tant que balançoire. Il glissa ses pattes sur la guirlande, se suspendant sur celle-ci tel un singe. Rainette observait son chat, dépité. Elle était trop petite pour l'attraper et le faire descendre du sapin. Happy se dandinait gaiement sur sa balançoire de fortune. Cependant, il n'était pas tout léger. Après quelques mouvements en avant et en arrière, le sapin se mit à vaciller. Il se rattrapa comme il put, en s'accrochant comme un paresseux à cette guirlande. Les yeux sortant de leur orbite, Happy n'était pas très rassuré, et regrettait presque d'avoir utilisé la guirlande comme balançoire. Le sapin chancela de plus belle, il se mit à virevolter, tandis qu'Happy s'agrippa de plus en plus fort. Il s'écrasa sur le sol violemment, projetant le chat dans sa chute. Rainette resta immobile, ébahi, incapable de réagir face à cette situation. Son chat lui fonçait droit dessus. Les pattes en avant et s'étirant de tout son long, il voltigea, tout comme les multiples décorations qui ornaient le sapin. L'étoile dorée qui le dominait et ses quelques boules de verre tourbillonnaient à leur tour. Le chat finit par atterrir sur la tête de la fillette et se cramponna à sa longue chevelure brune. Les deux basculèrent à la renverse, en s'écrasant sur le sol, au même moment que le sapin et ses ornements dans un fracas assourdissant. Tous les deux restèrent sur le sol et se fixèrent le temps de quelques secondes, se demandant ce qu'ils allaient faire pour réparer la énième bêtise commise par Happy. Ils savaient pertinemment qu'ils allaient tous les deux se faire gronder pour avoir mal agi. Ils se relevèrent tout en voyant les dégâts dont le chat était responsable. Quelques éclats de verre, mais surtout des milliers de petites épines de sapin parsemaient le plancher. Happy en avait récolté une bonne partie dans son pelage, ce qui lui donnait l'air d'un porc-épic. Cela fit bien rire Rainette. Happy lui retourna la moquerie, car elle ne s'en sortait pas mieux avec ses cheveux ébouriffés, tels ceux d'une sorcière. Ils se sont rapidement débarbouillés, grâce au miroir qui était juste à côté de la cheminée. Ils s'apprêtaient à nettoyer la scène de crime lorsqu'ils entendirent des pas qui faisaient grincer le plancher, mais surtout devenant de plus en plus forts. La grand-mère Granny fit son apparition, s'approchant, et quand elle constata ce qu'il restait du sapin, sa mine s'assombrit. « Qui a détruit le sapin ?» attaqua Granny, en les fusillant du regard tous les deux. Happy pointa de la patte Rainette, tandis qu'elle montra du doigt Happy. Elle ne fut point surprise de le voir se décharger de toute responsabilité. Mais elle fut quand même déçue qu'il l'accuse. Granny décida finalement que peu importait le coupable, ils allaient tous les deux ranger et astiquer le plancher. Happy s'empara d'un ramasse-poussière et Rainette récupéra un balai. Ils formaient une équipe de choc. Rainette poussait du mieux qu'elle put les débris, jonchant le plancher avec un balai plus grand qu'elle. Happy avait le ramasse-poussière entre les dents et faisait des allers-retours pour jeter les déchets. Malgré Happy qui fit tomber à 3 reprises les débris sur son chemin, ils effectuèrent la tâche assez rapidement. Granny était restée près d'eux pour les surveiller et s'était assise sur le fauteuil devant la cheminée en tricotant. Le duo machiavélique voulut redresser ce qui restait du pauvre sapin, le tronc et quelques épines, qui avaient survécu au pire. Mais pour une fillette de 5 ans et un chat,
cela restait trop lourd. La grand-mère se leva pour leur venir en aide. Le sapin fut remis à sa place. Happy, content de s'être débarrassé de cette tâche, se dirigea vers la porte et s'apprêtait à s'enfuir. Reinette le suivit de près, de peur de se faire à nouveau sermonner. Mais Granny les gardait à l'œil. « Où pensez-vous aller comme ça ?» les questionna Granny. « S'il te plaît, grand-mère, nous avons tout rangé. Pouvons-nous jouer dans le verger ?» « Vous rentrez dans le verger ? Ça oui. Mais pour y jouer, certainement pas. Vous allez y cueillir des boscopes. Elles vous serviront à confectionner une tarte pour vous faire pardonner. » « Bien sûr, grand-mère. Nous serons de retour dans quelques heures. » Reinette se vêtit de son manteau, son écharpe, ses gants et prit un panier en osier. Elle mit aussi le bonnet que lui avait confectionné Granny sur sa tête et enfila sa version miniature sur celle d'Happy. Il sauta sur la poignée de la lourde porte en bois pour l'ouvrir. Jonah Gold, le père de Reinette, était responsable d'un des vergers du royaume. Il devait récolter tous les fruits qui y poussaient pour les remettre au roi. Ce dernier les récupérait afin de permettre une distribution équitable entre toutes les familles du royaume. Mais l'arboriculteur avait l'autorisation de garder quelques fruits pour sa consommation personnelle. Le travail de Jonah Gold était très fastidieux, mais il était aidé par sa mère, sa femme et depuis peu sa fille. Le verger se trouvait juste derrière leur maison. Malgré leurs petites jambes, Happy et Reinette arrivèrent rapidement au verger. Ayant un peu de temps devant eux, ils se baladèrent parmi les longues rangées de pommiers. Reinette ignorait complètement Happy, lui en voulant de l'avoir accusé devant Granny. Remarquant qu'il n'était pas le centre de l'attention de sa fidèle amie, il se positionna devant elle en faisant des pirouettes, des sauts périlleux. Mais Reinette faisait comme s'il n'existait pas. Elle le contourna et reprit les devants. Il n'avait pas l'habitude de se disputer avec elle, mais il est vrai que cette fois-ci, il était peut-être allé trop loin. Même s'il savait qu'il était maladroit, il n'avait pu s'empêcher de remettre la faute sur Reinette. Il l'avait fait en connaissance de cause, mais il commença à reconnaître qu'il avait eu tort. Happy étant pris dans sa réflexion, Reinette avait continué d'avancer sans lui, et se retrouvait maintenant une dizaine de mètres plus loin. Happy courra pour la rattraper et se frotta contre sa jambe pour attirer son attention. Reinette, agacée par le comportement d'Happy, braqua ses yeux sur lui avec un regard impitoyable. Il s'allongea à même le sol et fit les yeux doux en espérant qu'elle accepterait de lui pardonner. Ne voyant aucune réaction de la part de Reinette, il se mit à renifler. Elle eut presque pitié de lui, mais elle savait qu'il jouait très bien la comédie. Elle admira tout de même les efforts d'Happy. Ce n'était pas facile pour lui de s'excuser. Il joignit ses deux pattes avant, la suppliant d'accepter ses excuses, tout en faisant papillonner ses yeux, ce qui la fit rire. « D'accord, je te pardonne, mais ne rejette plus jamais la faute sur moi, alors que je n'ai rien à me reprocher. » Happy hocha la tête et sourit de toutes ses dents. Pendant les supplications d'Happy, ils avaient effectué le chemin jusqu'au pommier Boscop, sans s'en rendre compte. Sur le premier arbre de la rangée se trouvait déjà une échelle, ce qui devrait faciliter la tâche du duo. Reinette s'approcha de l'échelle. Happy sur ses pas se posa juste à côté pour la tenir. Elle gravit une à une les marches jusqu'aux branches de l'arbre. Elle aidait régulièrement son père à cueillir des fruits. Elle avait donc l'habitude de monter à l'échelle. Reinette tendit son bras droit pour cueillir les pommes, une à une et les mettre dans son panier, tout en tenant l'échelle de la main gauche. Elle ne savait pas exactement le nombre de pommes nécessaires pour faire une tarte, mais le panier rempli devrait suffire, et il pourrait faire de la compote si jamais il en restait. Happy, s'impatientant en tenant l'échelle, rejoignit Reinette. Il grimpa sur le pommier en enfonçant ses griffes dans l'écorce. Une fois arrivé en haut de l'arbre, au lieu de mettre la main à la pâte, il saisit une pomme, planta ses crocs dedans et s'installa sur une des branches. Cependant, n'ayant pas l'habitude de manger des pommes, ses crocs restèrent plantés dans le fruit sans qu'il puisse s'en dépêtrer. Happy, commençant à s'énerver contre cette pomme, se leva en poussant ses pattes contre cette satanée Boscop. Mais maladroit comme il était, il tomba à la renverse quand la pomme se sépara de ses dents, tout en miaulant très fort. Reinette, surprise par tout ce chahut, perdit pied à son tour et glissa de l'échelle, tout en renversant la moitié du contenu de son panier. Au milieu du verger, la scène était presque surnaturelle. Tout autour de Reinette, le monde semblait se dissoudre en une douce brume. Tout était devenu flou. Elle était suspendue dans le vide. Les pommes contenues dans le panier se mirent à tourbillonner dans les airs. Une pluie rougeâtre, contrastant avec la chevelure brune de Reinette, envahit l'atmosphère. Les pommes semblaient danser avec elle, comme obéissant à une musique céleste qu'elle seule pouvait entendre. Leur parfum délicat et sucré emplit l'air d'un arôme envoûtant. Elle sentit les effluves fruités caresser son visage, créant un parfum divin qui l'enveloppait. Reinette, les yeux écarquillés et le cœur battant, avait l'impression de planer, comme dans un rêve éveillé. Le temps s'étira. Les secondes se diluèrent, puis, avec un doux choc, son corps toucha enfin l'herbe. De nouveau, les deux acolytes étaient tombés. Heureusement, plus de peur que de mal, car cette fois-ci, la chute aurait pu être fatale. La pomme d'Happy était toute sale, pleine de terre, et les autres Boscop n'avaient plus vraiment l'allure de pommes, mais plutôt de compote. Reinette se releva et récupéra son panier pour découvrir qu'il lui restait 6 pommes. Elle espérait que cela serait suffisant pour faire la tarte. Tous les deux prirent le chemin pour rentrer. Une fois à la maison, ils remarquèrent que Granny les attendait assises au même endroit et encore en train de tricoter. Les voyant franchir la porte, elle se dirigea droit sur Reinette et saisit le panier pour voir son contenu. Reinette enleva tout son attirail et Happy retira son bonnet. 6 pommes, c'est tout juste assez pour faire une tarte. Maintenant, en cuisine pour la confectionner. Ils se rendirent tous les trois dans la cuisine. Reinette récupéra tous les ingrédients nécessaires, Granny débarrassa la table et Happy les regarda faire. Une fois que tout était prêt, ils s'attelèrent à faire la pâte. Happy, voulant aider, leur avança la farine. Mais ce n'était pas sans mettre plein la figure. On n'apercevait même plus la noirceur de son pelage. Même si Granny était légèrement irritée concernant le comportement d'Happy, elle ne put s'empêcher de se moquer de lui avec Reinette. Il partit se débarbouiller la tête dans la salle d'eau. Pendant ce temps, Granny et Reinette avancèrent bien plus facilement sur la recette.
Il ne restait plus qu'à s'occuper des pommes quand Tapi refit son apparition dans la cuisine. Il s'assit sur la chaise juste à côté de Rainette. Granny s'empara du couteau et éplucha et divisa les pommes en quartiers. Rainette disposa chaque quartier sur la tarte. La bonne odeur des pommes fraîches commença à se faire sentir dans la pièce. Cela fit gargouiller le ventre des deux farceurs. Granny enfourna dans le four la tarte, finie d'être garnie. Les deux gourmands attendirent impatiemment, assis devant le four, que la tarte soit cuite et prête à être dégustée. Jonagold et Pink Lady, les parents de Rainette, revinrent juste à temps de leur cueillette de poire pour déguster la tarte, avant que celle-ci soit engloutie entièrement par Happy et Rainette. En rentrant à la maison, ils ne furent pas étonnés de voir le sapin dans un tel état. Au contraire, le fait qu'il soit resté intact le temps de quelques jours était surprenant. Ils eurent chacun une part de tarte. Tout est bien qui finit bien pour Happy et Rainette. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. La vie est parsemée d'embûches, mais il est possible de les métamorphoser en moments de pardon et de partage. Chaque pomme tombée nous forge, chaque défi nous renforce, et de chaque erreur nous apprenons. La paresse est l'oreiller du diable, Shaima Belkacemi. Où est cet imbécile hurla une voix stridente dans les escaliers. Je te jure que si je le trouve et qu'il dort encore, ce salopard va fermer les yeux pour de bon. Lilith était furieuse. Profondément et inévitablement furieuse. Au fin fond de l'enfer, une jeune femme, faite de désir et de malchance, courait avec des piles de papier et un téléphone constamment collé à l'oreille. Le message du répondeur en boucle indiquait que l'utilisateur était dans l'impossibilité de répondre. Ou ne pouvait pas, ou ne voulait pas. « Où est cet imbécile » cria-t-elle à nouveau, s'arrêtant complètement au milieu du couloir. Sa voix résonnait dans un écho lointain, formant une magnifique cacophonie avec les cris des âmes en perdition et les crépitements des flammes. Elle laissa les papiers tomber dans une vague blanche sur le sol brûlant de l'enfer, les documents se recroquevillant sur eux-mêmes, passant du blanc au rouge, puis finalement au gris cendre. Son téléphone était maintenant dans son poing, se fissurant alors qu'elle le serrait encore et encore. Dans un soufflement plus furieux que las, elle monta les escaliers, jurant entre ses dents et émettant des bruits de colère. Ses bras, maîtres d'orchestre de ses émotions, jouaient une danse illogique tandis qu'elle se dirigeait dans l'antre du diable. « Où est ce foutu idiot » cria-t-elle à nouveau, cette fois vraiment en colère, son visage aussi rouge que les flammes en dessous d'elle. Après des années de travail en enfer, elle trouvait leur chaleur réconfortante. D'une étrange manière, le déhanchement incessant des couleurs rougeâtres la rendait plus calme. Une hypnose dans laquelle elle aurait aimé mourir pour de bon. Mais même avec le son du feu crépitant sous ses talons, son état persistait. Elle était irrévocablement furieuse. « Je suis ici », déclara une petite voix timide et aiguë. Asmodéus descendit les escaliers. Son regard était fixé sur ses pieds, trop effrayé pour regarder Lilith dans les yeux. Le jeune homme était nouveau dans l'entreprise. Stagiaire depuis seulement 300 ans, peu importait le temps qu'il avait passé ici. Il était toujours aussi timide et peu habitué à travailler avec Lilith, surtout quand elle était en colère. Un état devenu presque constant. Du haut de ses talons, Lilith fit une moue de dégoût au jeune homme. Ce n'était un secret pour personne. La jeune femme détestait Asmodéus depuis qu'il avait posé son pied dans les enfers. Il était maladroit, sa voix était trop basse et stridente. Son visage l'agaçait, avait-elle décidé la première fois qu'elle l'avait vu. « Étonnamment, je ne parle pas de toi cette fois », dit-elle en passant à côté de lui. Asmodéus posa sa main sur son cœur, ses épaules se détendirent un peu, et il murmura quelque chose que Lilith ne put entendre. Elle criait déjà après lui, à nouveau. Elle monta les escaliers, ses talons heurtant les marches en fer. Sa respiration devint irrégulière et ses joues prirent une teinte plus profonde de rouge. Le dernier étage du bâtiment offrait un accès unique, à une pièce unique. La porte était noire, avec sa moitié supérieure en vert teinté. Elle faisait penser à celle que l'on voyait dans les vieux films, ceux avec de mauvais acteurs et un scénario d'intrigue pire encore. À travers le verre, on pouvait voir des ombres, mais aucun détail ne pouvait réellement être distingué. Et d'après ce qu'elle pouvait voir, personne n'était à l'intérieur. Contrairement à ce qu'elle avait l'habitude de faire, elle pria pour qu'il soit à l'intérieur, en train de travailler sur des papiers. C'était étrange, prononcer des prières dans la partie la plus profonde de l'enfer. Elle expira et saisit la poignée de la porte. Une dernière prière, elle ouvrit, un clic suivi du bruit de ses talons. Le bureau était tellement différent de ce qu'il était autrefois. Un souvenir fugace couvrit son visage et ses pensées. La vision d'une salle pleine de rire et d'argent, où la malhonnêteté et le pouvoir se mélangeaient en une combinaison explosive. Mais ce jour-là, elle découvrit à la place de l'imposante stature du maître des lieux, une silhouette allongée sur le canapé, adossée au mur. Elle s'approcha et entendit le ronflement qui émanait de lui, un ronflement profond. Elle était furieuse. Elle se dirigea vers lui, sans essayer d'être silencieuse ou discrète. Elle le prit par le col de sa chemise et le fit se lever. Sous le mouvement non désiré, le désespéré ouvrit grand les yeux et commença à regarder autour de lui. Ces premières secondes après un sommeil profond, quand on est incapable de se rappeler qui on est, ou ce qu'on est. Il secoua vivement la tête puis croisa le regard de Lilith. Son visage, encore sous les effets du sommeil, se fendit d'un large sourire. « Tu sais qui je suis ?» déclara-t-il, sa voix toujours endormie et enrouée. Lilith le tenait toujours par le col, ses pieds ne touchant plus le sol. Il ressemblait à un pantin désarticulé, une marionnette trop sûre d'elle et incapable de voir sa propre misère. Son sourire s'approfondit et elle laissa échapper un grognement avant de le laisser retomber sur le canapé, dans un micmac de membres et de ronchonnements. « Oui, je sais exactement qui tu es », déclara-t-elle. « Et je m'en fous complètement. » Elle était en colère, pensa-t-il. Mais il ne pouvait pas se rappeler d'un moment où elle ne l'était pas. Il bâilla, sa mâchoire craqua et la regarda à nouveau. « Elle est encore plus en colère que d'habitude », ajouta-t-il.
Il regarda autour de lui, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Mais tout ce qu'il pouvait deviner, c'est qu'elle était fatiguée. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, « Nous avons un problème », déclara Lilith, plus épuisée que furieuse. Il la regarda marcher en cercle dans la pièce comme un chat hideux, pensa-t-il, ses lèvres frémissant d'un sourire caché. Le désespéré s'installa plus confortablement et arrêta Lilith dans sa marche en posant ses pieds sur la table, formant une barrière avec ses jambes. « Laisse-moi deviner, tu as fait quelque chose », son ton prit une teinte mensongère. Un ton qu'il utilisait pour avoir l'air sûr de lui, même s'il n'avait aucune idée de ce qu'il se passait, ce qui était le cas en ce moment. Ses yeux encore à moitié fermés par le sommeil. Il pouvait presque voir les yeux de Lilith s'embraser. Elle s'approcha de lui et pointa son ongle verni de noir vers sa gorge, une menace silencieuse et vaine. Qui pouvait tuer la mort elle-même, quand elle était déjà morte? Ne fais pas comme si tu n'étais pas au courant. Tu n'as rien fait. Le désespéré fronça les sourcils. Alors il n'y a pas de problème. Si, il y en a un. Tu as créé le problème. Tu viens de dire que je n'ai rien fait. Son doigt toujours pointé vers lui, elle ferma son poing, ses doigts devenant aussi blancs que le paradis. Elle ferma les yeux et se leva, se pinçant l'arête du nez. C'est exactement ce que j'essaie de te faire comprendre, déclara-t-elle, son ton devenant de plus en plus exaspéré. Attends une seconde, je ne suis définitivement pas assez ivre pour continuer cette conversation. Je suis à peu près sûre que ce que tu racontes ne veut absolument rien dire. Il se laissa glisser un peu plus sur le canapé, dorénavant à moitié allongé, son avant-bras sur ses yeux. Tu es ivre ? Demanda-t-elle désespérément. Je n'arrive pas à croire que tu sois encore en vie. C'est le but, chérie, je ne suis pas vivant. Je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Maintenant, si tu pouvais me laisser tranquille, je commence à avoir sommeil. Sommeil, tu te moques de moi? Tu es endormie depuis des mois. Il y a du travail, de plus en plus d'âmes arrivent et je ne peux pas faire toute seule. Pourquoi ne demandes-tu pas à Asmodeus? Je suis sûre qu'il serait ravi de t'aider. Cet imbécile, il est inutile. Maintenant lève-toi et suis-moi. Je ne veux pas, dit-il d'une voix enfantine, se recroquevillant sur le canapé, cachant sa tête dans l'oreiller, enterrant son visage comme une autruche effrayée. Au risque de me répéter, commença Lilith, sa tête tombant en arrière comme pour regarder le plafond. Je m'en fous. Elle respira profondément et le regarda. Elle était fatiguée. Elle laissa son regard traîner sur le corps face à elle, une coquille recroquevillée et vide de tout intérêt pour lui-même ou ceux qui l'entouraient. Sa silhouette ressemblait à celle d'un cadavre. Si seulement, pensa-t-elle. Elle se dirigea vers la porte, mais Asmodeus l'ouvrit et entra dans la pièce. Lilith leva simplement les yeux au ciel et alla s'asseoir sur le bureau, maintenant sûre qu'elle ne sortirait pas pendant un moment. « Oh, mon vieux pote, Asmodeus, tu es là !» s'exclama le désespéré. Il se rassit dans une position plus vivante et leva les mains comme un enfant réclamant d'être porté. Surpris par l'accueil, Asmodeus s'arrêta au milieu de la pièce, incertain de ce qu'il venait d'interrompre. « Vous m'attendiez? J'ai oublié un truc, une réunion ?» demanda-t-il. Le désespéré fit claquer son pouce et son majeur. « Tu tombes bien. Lilith va avoir besoin de toi pour une bêtise qu'elle a faite. Enfin, pas grand-chose. J'adorerais aider, mais tu sais... » Asmodeus ne savait pas. Il n'avait jamais su avec le désespéré. Depuis qu'il avait commencé à travailler en tant que stagiaire, il veillait toujours à l'éviter. Là où Asmodeus était discret et aimait lorsque les choses étaient contrôlées, le désespéré était son contraire. Il se rappelait de ses premiers jours au cœur des enfers où les hurlements des âmes ne devenaient qu'un lointain son face au rire du diable. Chaque fois que le désespéré revenait de la terre, Asmodeus se cachait avant de ressortir comme il partait de nouveau. Mais au fil des siècles, ses voyages s'étaient fait rares, jusqu'à ce qu'il ne soit plus jamais ressorti des enfers, se laissant mourir. Asmodeus avait appris à ignorer sa présence dans le bâtiment. Et même si Lilith n'était pas la plus accommodante, il la préférait largement à la personnalité vacillante du désespéré. Lilith soupira, maintenant une cigarette entre les lèvres. Elle prit une profonde bouffée de fumée et la laissa s'échapper lentement. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle à Asmodeus. « Je pense que nous avons un problème, dit-il. » Sa voix plus aiguë et tremblante que d'habitude. Maintenant que Lilith l'avait entendu, elle remarqua aussitôt la manière dont il jouait à tortiller ses doigts et comment la sueur perlait sur son visage. Même le désespéré s'en aperçut et garda, pour une fois, la bouche fermée. « Quoi ?» demanda-t-elle épuisée. Elle en avait assez de tout. « Eh bien, tu sais, le deuxième puits que nous avons construit il y a 90 ans, demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Il est plein, nous devons en construire un autre. La salle d'attente est déjà pleine et plus d'âmes arrivent. » Elle souffla lourdement. Créer un puits était la chose la plus ennuyeuse qu'elle n'ait jamais faite depuis son premier jour en enfer. Elle détestait la boue et être vue par les âmes ou le son de leurs cris et de leurs pleurs lorsqu'ils comprenaient où ils étaient. Et pour combien de temps? L'éternité était quelque chose à craindre. Et pourtant, les hommes, vissés dans leur propre certitude, ne s'en rendaient compte qu'une fois qu'ils y étaient. Si ton patron pouvait se bouger le cul, peut-être que nous aurions déjà la place pour tout le monde. Elle attendit, mais avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, le désespéré déclara d'une voix bien éveillée maintenant. « Nom de Dieu, je pensais que c'était quelque chose de sérieux. Si c'est juste ça, Lilith sera capable de le faire. Tu te moques de moi, dit-elle. Ce n'est pas ton boulot, ça? Je ne peux pas passer mes journées à creuser des puits et à m'occuper des papiers et prends juste quelqu'un pour t'aider, peu importe. Jette Asmodeus, prends quelqu'un d'autre, laisse-moi terminer ma sieste. Quoi? S'exclama Asmodeus. Ne me gêne pas, c'est injuste. Je fais bien plus que toi. Le petit a raison, intervint Lilith. Il en a fait plus ce matin que tu en as fait l'année dernière. Exactement, dit Asmodeus en s'adressant au désespéré. Je fais de mon mieux, d'accord? C'est juste un endroit de merde ici, ce n'est pas de ma faute. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Chacun savait ce qui n'allait pas, mais personne n'avait l'audace de le formuler à haute voix, de le rendre réel. Dans une dernière tentative, Lilith traversa la pièce et gifla le désespéré au visage. Le son de leur peau qui se heurte résonna dans les oreilles d'Asmodeus et des âmes profondément ancrées dans les puits de l'enfer. « Pourquoi tu fais ça ?» s'exclama le désespéré en se frottant la joue. Les épaules de Lilith sautèrent. « Eh bien, je pensais que ça t'aiderait. Tu sais, remettre tes idées en place. » Évidemment que ça n'a pas marché, quelle sorte de logique c'est, même. Maintenant, si tu pouvais me laisser tranquille et sortir, ce serait adorable. Lilith
Lilith n'était plus en colère. Elle était juste épuisée. Elle expira simplement et termina sa cigarette en silence. Puis elle tourna sur elle-même et sortit sans en demander plus. Elle laissa la porte ouverte, une invitation silencieuse pour qu'Asmodéus la suive. Il le fit sans perdre une seconde. Le désespéré feignait déjà un ronflement dramatique, un mauvais mensonge. Il ne dormait jamais. Peu importe ce que Lilith ou Asmodéus croyaient, il ne dormait jamais vraiment. Il regardait toujours le plafond, plongé dans ses pensées comme les âmes en enfer. Il réfléchissait, se nourrissant de ses pensées encore et encore comme un repas sans fin. Son estomac devenait de plus en plus vide, un trou en son centre qu'il ne parvenait jamais à remplir. Qu'est-ce qui avait changé, se demanda-t-il inlassablement, alors qu'il connaissait déjà la réponse. Avait-il peur? Sûrement pas. Peur de quoi? Il se demanda à nouveau. De la vérité? Peut-être. C'était juste. Il avait pris l'habitude d'être heureux. Il était riche, mais les humains avaient changé, tellement qu'il l'avait changé lui aussi. Depuis le début des temps, son rôle avait été d'influencer les humains faits de terre, les influencer à faire le mal. Partout sur Terre, on espérait s'offrir ses services. Un trafic trop connu où tournaient le vice et la misère. Un cercle monstrueux où la force et l'argent étaient suprêmes. Un échange ravageur. Donner aux plus offrants, prendre à ceux qui avaient le moins. Le désespéré se mit à sourire. Après tout, se dit-il, c'était le principe de l'offre et de la demande. Il n'avait fait que s'enrichir de leurs faiblesses et désirs. Un capital sanglant. Pourtant, malgré tous ses efforts, les humains avaient gagné. Il avait été vaincu. Pendant des siècles, le désespéré s'était amusé à les éloigner du bien, à semer le mal et à cultiver la peur pour récolter la haine. Des millénaires de volonté, d'attention. Aujourd'hui, les humains l'avaient surpassé. Une guerre invisible dont il avait découvert l'enjeu trop tard. En fin de compte, les humains n'avaient plus besoin de lui. L'enfer n'était plus assez affreux pour eux. Les enfants ne l'écoutaient plus. Les adultes faisaient bien pire, noyés dans leurs propres croyances et certitudes. Ils pensaient tout savoir dans leur folie. Les humains étaient devenus des désespérés, pourrissant dans leurs propres certitudes comme un tas d'ordures qu'on ne pouvait pas nettoyer. Une crasse incurable. Une trace de sang qui ne s'efface jamais. Une terre étouffée, plongée dans l'horreur de ses habitants. Le désespéré ne savait plus quoi faire. Incapable de trouver du plaisir dans quelque activité que ce soit. Si les humains n'avaient plus besoin de lui, qu'est-ce qui lui restait? Rien. Alors il était devenu paresseux. Vous l'avez rendu paresseux. Et maintenant vous êtes seul. Le désespéré retourna à son sommeil sans rêve, feignant une mort qu'il n'atteindra jamais, une éternité vide de sens et de volonté, tandis que vous vous décomposerez, infectant la terre de vos bêtises et illusions. Avoir du plomb dans la tête. Emma Hoffman. Cher fils, j'ai à te raconter l'histoire de ce monsieur, enfin son début. Là-bas, sur le banc, entouré de moineaux curieux, stoïque, il feuillette le journal de décembre 2002, les sourcils au garde à vous, comme s'il ne pouvait plus s'affaisser. Mardi, c'est le jour où je l'ai rencontré. Il s'était mis à me parler. Je m'attendais à entendre que la pluie l'agaçait ou encore que les moineaux lui étaient incommodants. Mais non, il me raconta sa belle histoire, alors que tu t'amusais tout gamin, à sautiller sur la marelle dessinée au sol. Son lacet défait, son dos courbé pour le refaire. Il déclina l'aide que je voulais lui donner. Ainsi, je vis une cicatrice sur le côté de son crâne. Gêné d'avoir remarqué celle-ci, je souris. Alors il me raconta ce moment, cette césure, la césure de sa vie, celle de son crâne blanchi. C'était un mardi. Je ne saurais dire quel mardi était-ce. Décembre, comme en 1941. Moins svelte et moins charmant, avait-il dit, mais surtout plus jeune et insouciant. Cette cicatrice était pour lui une victoire, un trophée. Plus de 30 points de suture, faut le faire. Ces quelques mots retentissent souvent dans ma tête. Maintenant, marche vers cet homme remarquable et écoute-le te conter sa vie. Il m'a promis de te donner la suite. Toi qui n'as jamais ouvert de livre d'histoire, il est un monument à lui seul. Ce 7 décembre, le ciel du matin s'assombrit violemment. Il te dira comment il est abîmé d'une balle dans la tête. Motus et bouche cousue. Inès Romero. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Marc, chapitre 3, verset 29. Les cloches résonnaient dans les oreilles de Janec. L'aube se levait, et Dieu l'avait bénie avec une nouvelle journée. Après des années dans le couvent, elle connaissait la routine par cœur. À 5 heures était son appel pour la première prière de la journée. Elle devait prier, tous les jours. Elle devait lui parler. C'était sa raison de vivre. Elle adorait. Après la prière du matin, certaines nonnes sortaient du couvent. Elles étaient méticuleusement choisies par la mère supérieure pour aider à la prière dans les alentours. Janec n'était pas choisie. Elle devait travailler durement pour être autorisée à sortir, même pour 1 heure. Venait l'instant du petit déjeuner. Elles mangeaient tout ensemble, en silence. Pas un mot ne devait être dit. Pendant ce temps, Janec priait Dieu. Elle n'arrêtait jamais de penser à lui. Vers 9 heures, chaque nonne avait un travail assigné. Les choisies ressortaient du couvent. Le reste d'entre elles avaient des tâches simples. Certaines cuisinaient, faisaient le ménage, s'adonnaient aux travaux de rénovation du couvent. Jannick s'occupait du jardin, dans le cloître. Elle arrosait les plantes, les taillait, en prenait soin tous les jours. Certaines fois, des oiseaux venaient boire l'eau qu'elle donnait aux plantes. Elle leur donnait des miettes de pain. Elle adorait les animaux. Le jour de l'Annonciation, Janec trouva une renarde cachée derrière un buisson. Elle ne cherchait pas à fuir, et après quelques minutes, elle comprit que la renarde accouchait. Elle la vit comme une bénédiction de Dieu. Elle l'aida, comme si c'était son propre enfant qui naissait. Quand ce fut fini, elle avait un peu de sang sur ses mains et ses vêtements. Elle ne trouva pas cela repoussant. C'était sa bénédiction après tout. Elle alla prier avec ses mains ensanglantées, pour lui montrer sa bénédiction sur cette terre. Quand elle retourna au jardin, les renards étaient partis. 11h30, l'heure de la prière avant que le repas ne soit servi.
Comme pour le petit déjeuner, le déjeuner se faisait en silence. L'après-midi était consacré à un temps de récréation. Elle jouait à des jeux de société, marchait dans le couvent ou se racontait des histoires. Janek parlait rarement avec les autres nonnes. Elle écoutait quelquefois leurs histoires. Les autres nonnes ne la détestaient pas, mais elle ne la connaissait pas assez pour l'aimer. Elle était dans son monde. Venait ensuite une nouvelle heure de prière. Elle passait trop vite pour Janek. Elle n'avait jamais fini de dire tout ce qu'elle avait à dire quand l'heure était finie. Elle était toujours un peu déçue de retourner travailler. L'après-midi, elle aidait avec les réparations du toit du couvent. Elle n'aimait pas cette partie de la journée. Elle attendait patiemment la prière du soir à 18h. Après cela, les nonnes allaient dîner, toujours dans le silence, pour finir la journée avec un dernier temps de récréation. Janek en profitait pour en lire plus sur lui. Elle avait accès à une grande sélection de livres au couvent. Elle avait toujours voulu tout lire sur lui. À 20h30, les nonnes allaient toutes dans leur chambre. La majorité s'endormait immédiatement, mais pas Janek. C'était son moment préféré de la journée. Plus aucune nonne ne pensait à lui. Elles dormaient toutes. Janek restait éveillée plus tard que les autres. Pour elle, c'était un moment particulier avec lui. Elle lui parlait, et il n'entendait qu'elle. Puis elle s'endormait et répétait la même journée le lendemain. Autant Janek aimait la routine du couvent, autant elle était désespérée d'aider. Dieu l'avait appelée pour qu'elle aide les autres et elle était limitée. Janek avait besoin que la mère supérieure l'autorise à sortir. Et pour ce faire, elle travaillait dur. Janek montrait qu'elle était utile aux nonnes, et surtout à lui. Elle priait tous les jours pour qu'il réalise son utilité pour les gens autour d'elle. Après quelques jours, durant le petit déjeuner silencieux, la mère supérieure vint à sa table et lui donna une note. Les nonnes savaient toutes qu'elles ne devaient lire ces notes qu'une fois seules, lorsqu'elles retournaient dans leur chambre. C'est pourquoi Janek attendit d'être dans sa chambre pour lire la note. La mère supérieure lui demandait d'aller au village, de l'autre côté de la forêt, pour récupérer des courses. La nonne, normalement assignée, était malade. Cela allait être son test. Elle devait y aller le lendemain. Janek passa les prochaines 24 heures à y penser et à remercier Dieu de finalement lui donner une chance d'aider ses pères. Le lendemain, après un déjeuner sans bruit, la mère supérieure lui donna la liste des courses, ainsi que de l'argent. Puis Janek partit seule. Elle connaissait le chemin. Il n'y avait que 2 chemins partant du couvent, et la mère supérieure lui avait indiqué celui à suivre. Le chemin vers le village était magnifique. La forêt était profonde et sombre. Elle le voyait dans tout ce qu'il y avait autour d'elle. C'était sa création après tout, il avait tout conçu. Une fois au village, elle récupéra les courses. Elle repartit par le chemin dans la forêt. Alors qu'elle marchait, profitant du chant des oiseaux, elle la vit. Là, sur le côté du chemin, sa création, un renard. Elle ne pouvait pas en détourner les yeux. C'était effroyable, et pourtant fascinant. Son ventre était grand ouvert. Elle pouvait voir ses boyaux, ses intestins, ses entrailles. La moitié encore bien au chaud dans son ventre béant, l'autre moitié étalée sur le chemin. Tout autour de lui était couvert de sang, si rouge, si foncé. Cette forte odeur d'ammoniac et de début de putréfaction l'entourait tout entière. Elle en vomit presque. Des mouches avaient déjà posé leurs œufs sur ses tripes exposées. Et pourtant, il respirait encore. Janek pouvait distinguer sa respiration lente. Il était toujours vivant. Comment ? Janek fit un pas en avant, puis un autre. Alors qu'elle approchait, il commença à respirer plus rapidement. Elle continua, trop fascinée. Ce pauvre être souffrait, il agonisait. Pourquoi ne parvenait-il pas à choisir un côté, entre la vie et la mort ? Comment pouvait-il ne pas l'aider ? Et plus que tout, comment pouvait-il infliger cela à sa création ? Comment pouvait-il laisser sa création souffrir autant ? Lui qui l'avait créée et lui faisait subir cette épreuve. Comment ne pouvait-il pas intervenir ? Nous abandonnait-il ? Janek était perdue. Qu'essayait-il de lui montrer ? Elle ne savait pas quoi ressentir. À propos de la situation, à propos de lui. Elle ne pouvait pas croire qu'il pouvait faire ça. Elle fit alors la seule chose qu'elle pensait juste. Après s'être assez approchée, elle s'agenouilla à côté de lui. Elle se devait de le rassurer. S'il n'allait pas être là pour lui, alors elle le serait. Elle prit sa tête entre ses mains et la plaça doucement sur ses cuisses. Elle resta jusqu'à ce que sa respiration se calme. Elle resta jusqu'à ce qu'il meure. Alors Janek se leva et reprit sa marche vers le couvent. Il se faisait tard. Lorsqu'elle arriva, la mère supérieure l'attendait. Elle lui donna les courses, mais la mère supérieure était énervée. Janek avait mis trop de temps. Elle avait manqué la prière du soir. Comme punition, elle n'aurait pas de temps de récréation ce soir. Dieu la punissait pour avoir mis trop de temps, lui avait dit la mère supérieure. Janek commençait à penser qu'il punissait beaucoup ses créations pour le simple fait d'exister. Et comme demandé, Janek alla dans sa chambre directement après le dîner. Comme elle avait manqué la prière du soir, elle devait la faire avant de dormir. Et pourtant, une fois sur les genoux, face à sa croix, elle hésita. C'était comme si elle ne le connaissait plus. Il était un étranger pour elle. Elle avait presque peur d'être en sa présence. Mais elle devait prier, elle devait croire. Elle était faite pour ça. Elle leva ses mains, elle tremblait. Ses mains se rejoignirent. Le cliquetis de son chapelet retentissait. Le son gardait Janek à cran. Elle essayait de commencer sa prière, mais un bruit venant du couloir l'interrompit. C'était simplement quelqu'un qui passait. Elle essayait de se calmer en prenant de profondes inspirations. Elle joignit à nouveau ses mains, puis commença à prier. Chacune de ses pensées la stressait. Elle avait peur de penser quelque chose qu'il n'apprécierait pas. Elle avait peur de subir le même traitement que le renard. Faisait-il cela à n'importe qui, n'importe quand ? Sans prévenir ? Est-ce que ses efforts pour l'aimer étaient inutiles ? Tous ses efforts pour rien. Sa peur se transformait lentement en colère. En allant se coucher, elle sentit ce sentiment de colère qui commençait à bouillonner en elle. Elle n'avait jamais ressenti cela avant, ça lui faisait mal. Quand elle se réveilla le matin, elle savait ce qu'elle ressentait. Elle le détestait, pour ce qu'il avait fait à ce pauvre renard hier,
pour faire souffrir sa création comme ça, pour l'avoir fait sans aucune raison, pour avoir fait croire aux gens qu'il ne subirait pas ce traitement s'il l'adorait, et pourtant, pour faire croire aux gens qu'il pouvait s'en sortir sans souffrance, pour, peut-être, être la prochaine à finir comme le renard, même après avoir dédié sa vie à lui. Alors que les cloches sonnaient, elle décida de prévenir les autres nonnes. Elles avaient le droit de savoir ce qu'elles avaient découvert. Elles avaient le droit de savoir dans quoi elles avaient mis les pieds. Elle passa le premier temps de prière à essayer d'avertir les nonnes à côté d'elle. Elle essayait de leur dire qu'elles n'étaient pas à l'abri de lui, qu'il allait leur faire du mal, mais elle n'écoutait pas. Elle ne faisait que la regarder étrangement. Pendant le petit déjeuner, Jeannette continua d'essayer de prévenir les nonnes autour d'elle. Elle ne voulait pas que la mère supérieure l'entende. Elle ne la croirait pas. Elle essaierait de l'arrêter. Mais en continuant à essayer de prévenir les nonnes une par une, elle ne reçut que des regards perplexes et réprobateurs. Plus elle essayait de les avertir, plus elle devenait isolée. Au fil de la journée, les autres nonnes continuèrent à lui jeter des regards étranges. Personne ne lui répondait. Elles allaient même jusqu'à l'éviter. Lorsque Jeannette marchait dans le couloir durant le temps de récréation de l'après-midi, elle était sûre d'entendre des murmures derrière elle. Elle parlait de blasphème. Elle parlait d'elle. Il leur faisait dire ça. Il savait qu'elle était en danger maintenant. Après dîner, la mère supérieure lui ordonna d'aller dans sa chambre. Elle n'aurait pas de temps de récréation ce soir. Elle ne devait pas questionner la décision de la mère supérieure. Alors, elle alla dans sa chambre. Elle alla au lit directement. Juste avant de s'endormir, elle entendit des murmures collés à sa porte. C'était anormal. Elle se réveilla en pleine nuit, se sentant immobilisée. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit ses bras et ses jambes maintenus par les autres nonnes. Elles étaient toutes là. Jeannette chercha à se libérer, en vain. Elle respirait difficilement. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. C'était là qu'elle vit la mère supérieure. Les nonnes lui avaient tout raconté. Elle n'avait pas cru Jeannette. La mère supérieure avait quelque chose dans les mains. Jeannette plissa les yeux pour distinguer ce que c'était. Elle comprit lorsque la mère supérieure arriva à quelques centimètres d'elle. C'était une aiguille et un fil. Jeannette essayait de crier, mais quelqu'un lui gardait la bouche fermée. Elle avait trop parlé aujourd'hui. Elle allait en payer le prix. La mère supérieure approcha l'aiguille des lèvres de Jeannette. Elle commença à lui coudre la bouche. Jeannette sentit le sang entre ses dents, dégringolant jusque dans sa gorge. Elle sentit la douleur de chacun des trous que la mère supérieure perçait autour de ses lèvres. Elle se sentait proche de l'évanouissement, mais quelque chose la maintenait consciente. C'était lui. Il la gardait consciente. Il prenait sa revanche. La mère supérieure ne s'arrêta que lorsqu'elle eut cousu ses lèvres entièrement. Le sang emplissait la bouche de Jeannette et la douleur était épouvantable. Ses lèvres semblaient avoir disparu de son visage. Elle ne pouvait plus parler. Les nonnes la relâchèrent, mais toutes ses forces l'avaient abandonnée. Sa tête commença à tourner. Alors qu'elle quittait toute la chambre, Jeannette entendit la mère supérieure dire « Motus et bouche cousue, Jeannette ». Un ours mal léché, Daphné Mully. Il était une fois un grand, gros et gentil ours. Cet ours du nom de Michel était bien naïf et bien gentil, deux qualités qui allaient lui faire défaut dans cette histoire. Toute son enfance, Michel l'avait passée avec sa mère ours et ses frères et sœurs oursons. Avec eux, il n'avait pas à se soucier de la nourriture et du logis. Ses frères et sœurs étaient des prédateurs et ils se battaient pour les plus gros poissons. Mais lui, Michel, n'avait pas grand caractère et il récupérait les restes de sa famille. Il était heureux et se satisfaisait de ce qu'il avait. Vous l'avez compris, c'était un ours d'une naïveté excessive, de celles qui peuvent causer beaucoup de tort à celui qui en est atteint. Michel passa donc une enfance relativement heureuse dans sa forêt natale, en se contentant de ce qu'on lui donnait. Il ne cherchait jamais à en avoir plus et ne volait pas de nourriture, même lorsque l'occasion se présentait. Pourtant, il était loin d'être aimé pour sa gentillesse. Ses frères et sœurs ne le remerciaient jamais pour ses services. On pouvait entendre sa mère soupirer bruyamment à chaque acte de générosité de la part de ce rejeton mal aimé. Chez les ours, la force est le modèle à suivre. Alors un ours faiblard ne convient à personne. C'est pourquoi le printemps de son passage à l'âge adulte fut particulièrement difficile pour Michel. Sa mère repartit vagabonder dans la forêt sans ses petits, ses frères et sœurs ne s'en offusquèrent pas et partirent chacun de leur côté. Mais pour Michel, ce fut terrible. Il se trouva désemparé et tout seul pour la première fois de sa vie. Il était très triste de ne plus être avec sa famille, qu'il avait d'ailleurs pensé ne jamais quitter. Cela créait un autre problème pour lui, car il ne savait ni pêcher ni chasser. Commença alors la vie périlleuse de l'ours Michel. Il réussit à survivre en mangeant des fruits et des feuilles, mais il resta bien maigre et petit pour un ours adulte. Quand il croisait l'un des siens, il était moqué et brusqué et on lui volait bien souvent toutes ses provisions. Il ne se découragea pas et réussit à passer son premier hiver. Mais de nouveaux ennuis l'attendaient à l'arrivée du printemps. En sortant de son hibernation, affamé et confus, il se rua vers une odeur alléchante qui se trouvait être une ruche d'abeilles. Ah, malheur! Le voilà qui s'enfuit couvert de piqûres douloureuses. Penaud, il arriva finalement à une rivière où il pensait pouvoir se baigner pour soigner ses blessures. Un bêlement l'arrêta net. C'était la chèvre Louisia dont Michel avait entendu parler dans sa jeunesse. « Pauvre ours, je vois bien que tu souffres de ces vilaines piqûres. Écoute donc mon conseil et ne te lave surtout pas. L'eau ne fait qu'empirer ce genre de blessures. Ne les lèche pas non plus, car cela les infecterait. Tu peux me croire, je sais ce que je dis. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. » Michel resta confus quelques secondes. Il se demandait s'il pouvait faire confiance à cette chèvre.
Ses frères et sœurs la surnommaient la chèvre la plus bête du pays. Mais comme ils le surnommaient aussi l'ours le plus bête de tous, Michel se dit qu'il pouvait bien la croire et qu'elle avait sûrement raison. « Je te crois, gentille chèvre. Merci de ton conseil. Je ne me laverai ni ne me lècherai plus. » Après avoir pris cette nouvelle résolution, il s'en alla et continua son chemin. Après bien d'autres déconvenues et des mois de voyage, le voilà qui arrive en ville. Bien sûr, il ne s'était pas baigné ou léché depuis sa rencontre avec la chèvre. Il était bien content d'avoir écouté ses conseils, car ses piqûres ne le grattaient plus. Malheureusement, le pauvre ours n'avait pas écouté la voix la plus sage, et la ville où il arriva n'était pas la plus accueillante non plus. En effet, elle avait été touchée par une méchante épidémie transmise par les malpropres, et tous les habitants en étaient restés traumatisés. Ils y faisaient régner une véritable tyrannie de la propreté, et tous les malpropres étaient bannis aussitôt qu'ils entraient dans la ville. Ainsi, quand notre ours Michel entra dans la ville, plein d'espoir et de joie, on le regarda horrifié. Et s'il n'avait pas été un ours, bien que maigre et petit, on l'aurait battu pour sa saleté. On l'exila derrière la ville dans un vieux cabanon plein de toiles, d'araignées, et Michel fut obligé d'y rester car il ne pouvait pas survivre seul dans la forêt. Il se nourrissait des restes de la nourriture de la ville et il s'en satisfaisait. Les années passèrent et notre ours se mit à regretter d'avoir écouté la chèvre Louisia. Il se dit que ses frères et sœurs avaient raison, sa famille lui manquait terriblement et il était plus seul que jamais. En vieillissant, ses regrets se transformèrent en rancœur, et de nombreuses années plus tard, quand les humains eurent tout oublié de cette épidémie et qu'ils vinrent lui rendre visite, Michel était devenu un ours bourru et méchant. Bientôt, il fut nommé l'ours mal léché à cause de toute cette histoire, et les parents interdirent à leur enfant de s'en approcher. Voilà pourquoi il ne faut pas se contenter de ce qu'on a et apprendre à faire comme les autres avant de faire comme on veut. Michel aurait dû se souvenir que toutes les rumeurs ont une part de vérité et que la vie est courte, il ne faut pas la gâcher à rêvasser. Logeait le diable dans sa bourse, Faustine Ferry. Moi, c'est Paul Pingre, j'ai 20 ans, et je suis tout l'opposé des jeunes de mon âge. Alors je vous vois venir en vous disant que je m'invente probablement une vie, que je suis rien de plus qu'un petit genou à peine sorti du berceau. Mais je peux vous promettre que vous allez très vite vous rendre compte que je me rapproche plus de la mentalité d'un vieux de 80 ans que des gens de mon âge. D'abord parce que je déteste sortir en discothèque. Ah, tenez, quel jeune en 2023 utilise le mot discothèque pour parler des boîtes de nuit ? La lumière trop vive agresse mes yeux, les musiques de ma génération ne me plaisent absolument pas et ne sont que pure commercialisation. On est collés les uns aux autres, mélangeant de ce fait nos flux corporels, mais surtout, c'est extrêmement cher. Voyez, une entrée coûte 10 à 15 € en moyenne. Puisque je suis de bonne volonté, on va dire 10. Les vestiaires, 2 € par article. Une vodka Red Bull, c'est environ 7 €. Et puisque je suis un homme dans cette société patriarcale, je me dois d'offrir un verre ou deux aux jeunes femmes que je souhaite courtiser, tout en sachant que plus j'offre de verres, plus j'ai de chances qu'elles soient séduites. S'ajoute donc à mon calcul entre 14 et 21 €. Au total, c'est 40 € qui s'envolent. Dans quoi, je vous le demande, même si la réponse, je la connais. Dans du rien. Voilà dans quoi partiraient mes 40 précieux euros. Je vous laisse faire le calcul si je sortais 2 fois par semaine, toutes les semaines. La réponse est 320 € par mois. Et c'est sans compter les shots à 2 € l'unité. En bref, ce n'est pas une simple sortie que je fais. C'est un gouffre financier dans lequel je me jetterais corps et âme si j'étais comme tous les jeunes de mon âge. Des exemples, je pourrais vous en citer des centaines. Le shopping en ligne ou dans les grands centres commerciaux qui engendrent par ailleurs la destruction de notre belle planète, inutile, influencés par la société qui nous pousse à la consommation, nous passons notre vie à acheter des choses inutiles que l'on finit par entasser au fond d'un placard. Il n'y a qu'à regarder l'armoire de ma sœur. Les programmes télévisés qui ne sont qu'un complot du gouvernement pour nous engourdir le cerveau. Ou encore les clopes. Rien de pire que le prix des clopes. Dieu merci, j'ai pas besoin de toute cette extravagance. Mais ce dont j'ai besoin, c'est d'un bon bouquin. Du Musset ou alors du George Orwell peut-être. Oh non, mieux, Schopenhauer, ce grand maître. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'aime vivre simplement à l'abri du monde extérieur, tel l'ermite que je suis. Je n'aime pas spécialement les gens et me mélanger à eux m'est insupportable. Mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est dépenser mon argent. Que Dieu me préserve de toute dépense inutile comme s'acheter un café à l'université ou bien les soldes. Encore une excuse pour consommer. Ma sœur me surnomme Homé, en référence à l'un des personnages de Madame de Bovary. Mais sa pauvre petite cervelle n'a toujours pas compris que je l'aimais bien, moi, Homé. Bon d'accord, il est certes sournois, mais il fait simplement attention à son commerce et cherche à être le plus rentable possible. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Aujourd'hui, on est jeudi, et j'adore le jeudi. D'abord parce qu'il y a des frites au restaurant universitaire, et aussi parce que je finis les cours à 14 h. Mais si j'aime autant le jeudi, c'est parce que c'est un jour spécial dans la semaine. Un jour que je réserve uniquement à mon activité favorite, faire mes comptes. J'ouvre avec hâte la porte de mon petit appartement et ne prends même pas le temps de retirer mes chaussures que je fonce droit vers mon bureau. Bien installé, j'allume mon ordinateur et tape sur le clavier les lettres de mon mot de passe. PICSOU
2004. Tandis que celui-ci charge, je sors tous mes tickets de caisse, parfaitement rangés et triés par date dans un classeur, tel le petit comptable que je suis. Quelle sensation incroyable que de m'installer dans mon vieux fauteuil, devant mon ordinateur, de sortir mon registre en cuir rouge, soigneusement rangé dans le premier tiroir en haut à gauche de mon bureau, et de saisir du bout des doigts mon stylo plume, rangé à côté des autres dans un pot en métal. J'éprouve une grande satisfaction à compter et à recompter mon argent, tout comme j'adore écrire à l'encre noire chaque chiffre et chaque dépense que j'ai effectuée. J'aime aussi me donner des petits défis, comme dépenser moins que la semaine d'avant ou encore mon défi survie, ne vivre qu'avec 100 € ce mois-ci. C'est si satisfaisant de voir l'argent s'accumuler au fur et à mesure que j'économise. J'entame alors une longue série de vérifications et de calculs. Cela me prendra toute la soirée, mais vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Ok. 574,12 € que j'additionne aux 385,54 €, cela me fait 950,66 € d'économie. En sachant que j'ai dû racheter 3 kg de riz, donc 0,80 centimes par kilo, soit 2,40 € de dépensés, s'ajoute à cela la boîte de pansement achetée à la pharmacie mardi dernier à 3,20 €, 3,20 € et 2,40 € font 5,60 €. J'avais un billet de 10 € auquel je soustrais 5,60 €, soit un total de 4,40 €, et donc si je regarde bien, je dois être à... Mais où sont passés mes 4,40 €? Zut, j'ai commis une erreur de calcul. Il me manque 4,40 €. C'est très rare, mais cela arrive lorsque j'ai une semaine difficile et il faut dire que ces derniers jours, avec les examens, je me sens fatiguée. Je reprends mes comptes du début. Mais ce n'est pas possible. Où sont mes 4,40 €? Je peste et m'énerve de plus belle. Enfin, ce n'est pas vrai. Où les ai-je mis? Je me penche pour savoir si quelques pièces ne seraient pas faites la malle sous le bureau. Je fouille et soulève chaque feuille éparpillée sur la table. Je retourne mon classeur, vide mon pot à stylo. Je me mets même à 4 pattes pour regarder sous le canapé, positionné juste à côté. Rien. Il n'y a rien. Nerveux, je commence à me ronger les ongles. Où aurais-je bien pu laisser ces maudits 4,40 €? Je rumine, m'arrachant presque jusqu'au sang l'ongle de mon pouce. Je m'attaque à l'ongle de mon index lorsque, aussi vif qu'un éclair, je me souviens où sont mes sous. À la fois anxieux et excité, je fonce vers ma sacoche posée sur la table du salon. Je l'attrape sans aucune délicatesse et d'une main tremblante ouvre les lanières avant d'en renverser son contenu par terre. Stylo, papier, lettres et carnet tombent au sol dans un bruit sourd, mettant un bazar pas possible. Je m'en fiche. Seule une chose compte, retrouver mes 4,40 €. Quelle ne fut pas ma joie lorsque je les vis enfin. Mon porte-monnaie. Mon tendre et ravissant porte-monnaie. Soulagé, je tombe à genoux et saisis mon précieux. Quelle délivrance de savoir que ma chère monnaie, soi-disant disparue, se trouve bien au chaud dans ce petit gousset de cuir noir. J'aspire une bouffée d'air pour me calmer. Tout va bien, Paul. Les comptes vont être bons. L'air serein, j'ouvre mon porte-monnaie et d'un geste lent, vide son contenu dans le creux de ma main gauche pour y délivrer son trésor. Mais rien ne sort. Rien. Impossible. Cela doit être une erreur. Je regarde à l'intérieur mais je ne vois rien. On dirait un puits sans fond. Mais ce n'est pas possible, il doit forcément y avoir une explication. Mon porte-monnaie n'est jamais vide. Je dis bien jamais. Il doit y avoir un trou. Oui, voilà, c'est ça. J'ai dû perdre les 4,40 €. Je ne vois pas d'autre explication que celle-là. J'enfonce maladroitement mes doigts dans le gousset à la recherche d'une quelconque faille qui aurait permis à mes pièces de tomber, mais rien. Mon porte-monnaie est parfaitement intact. Comme un addict en manque de drogue, je secoue plus fortement pour y faire sortir les pièces. Peut-être qu'elles sont collées au fond, mais rien ne sort. Mon porte-monnaie est tout simplement et indéniablement vide. Assis par terre dans mon salon, tel le mendiant que je suis devenu, je désespère parmi les affaires qui étaient il y a encore quelques minutes dans ma sacoche. Comment ai-je pu si inconsciemment perdre de l'argent? Dans un cri de rage, je balance mon porte-monnaie à l'autre bout de la pièce. Celui-ci s'écrase dans un pof contre le mur avant de se laisser glisser comme une feuille morte au sol. Ridicule. Aïe! Surpris, je tourne la tête vers mon gousset. C'est moi ou il vient de crier aïe? Je me relève et d'un pas méfiant, m'avance vers mon porte-monnaie que je fixe pendant de longues minutes. Seigneur Dieu, que tu as l'air pitoyable à regarder ton porte-monnaie comme ça, Paul. Tu ferais mieux de refaire tes comptes au lieu de rester planté là. L'air idiot et dépité, je me retourne d'un pas lent. J'ai dit aïe! Cria une fois plus forte cette fois. Effrayé, je sursaute et foudroie du regard mon porte-monnaie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça y est, me voilà entendre des voix comme Jeanne d'Arc. Ma cruche de sœur avait raison. Je suis fou. Mais rien ne se passe. Le porte-monnaie se comporte normalement. Enfin, il se comporte comme un porte-monnaie devrait se comporter. Autrement dit, il ne parle pas. Hé, gamin, je suis là, à tes pieds. Sans réfléchir, je baisse la tête et se tient droit comme un i, les bras croisés sur la poitrine, tapant fort du pied sur mon parquet, le diable. Enfin, un tout petit diable. À peine plus grand que 10 cm, celui-ci me lance d'un air narquois. Eh ben quoi? Pourquoi me regardes-tu ainsi? On dirait que tu as vu le diable. Ah, si je pète, c'est moi. D'un rire gras, ce petit être à la peau rouge et aux cornes pointues se tord de rire. Moi, je ne fais rien. Je reste planté là, bouche bée, écarquillant plus grand les yeux. Tu devrais voir ta tête, c'est à mourir de rire. Tu me renverrais presque en enfer avec la tronche que tu tires. De ses longs doigts fins et crochus, il essuie les larmes qui coulent de ses yeux. Enfin, soit. Porte-moi jusqu'à la table, mon garçon. Je ne bouge pas. On me fait une blague. C'est pas possible. Je continue de fixer le petit diable, ne réalisant pas que ce petit être vient de m'ordonner de le poser sur ma table de salon. Allons, dépêche-toi, mon garçon. Je n'ai pas tout mon temps. J'ai d'autres pêcheurs à aller voir. Oui, pardon, bredouillai-je en m'accroupissant pour soulever le petit diable, puis le déposer sur la table. Mais qui êtes-vous? Mais enfin, n'est-ce pas évident? Je suis le diable, voyons, et j'étais en train de dormir paisiblement dans ton porte-monnaie avant que tu te décides à le balancer contre le mur. Enfin, soit. Sais-tu ce que veut dire loger le diable dans sa bourse, mon garçon?
non. Cela signifie dépenser trop, ou bien être à court d'argent, si tu préfères. Et je ne dépense jamais, tout juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Eh bien, détrompe-toi, mon garçon. Comme par magie, le petit diable fait apparaître un dossier avec écrit en grosses lettres « Paul Pingre, dépensier Je vois dans ton dossier que tu as énormément joué à des jeux d'argent ces 2 dernières années. ». D'abord perplexe, je ne dis rien. Mais très vite, le rouge me monte aux joues. C'est du passé, avouai-je honteusement. Mais tu es endetté, Paul Pingre. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que tu dois rembourser ta dette. Tu sais bien ce que l'on dit. L'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Bien, commençons. Montre-moi tout ce que tu possèdes. Nous allons faire un inventaire pour rembourser ce que tu dois. Quoi ? Mais c'est n'importe quoi. J'ai changé. Je calcule chacune de mes dépenses désormais et j'ai réussi à beaucoup économiser. Peut-être, mais cela ne change pas le fait que tu restes endetté, mon cher Paul. Désolé, monsieur le diable, mais non. Je refuse. C'est même complètement absurde si vous voulez mon avis. Je suis actuellement en train de discuter avec le diable dans mon salon. Donc je le répète, c'est non. Le petit diable hausse un sourcil surpris par ma résistance et me fixe un moment. Mais après quelques minutes de silence, un large sourire s'affiche sur son visage et ses yeux se mettent à briller. Mais tu n'as pas le choix, mon petit Paul. Tu es endetté et tu me dois remboursement. C'est ainsi que ça fonctionne. J'ai dit non, hurlai-je cette fois-ci. Je n'aurais peut-être pas dû crier. Face à ma rébellion, le petit diable se met à grandir et grandir, au point que mon salon devient très vite trop petit pour lui. Sa peau rougit et se met à dégager de la chaleur à tel point que j'ai la sensation de brûler. Son large sourire laisse apparaître ses longues dents pointues. Et sa langue, similaire à celle d'un serpent, commence à siffler. Effrayé, mon corps se met à trembler comme une feuille, mais je parviens néanmoins à bredouiller quelques mots. D'accord, j'ai compris, déclarai-je terrifié. Et en un rien de temps, le diable redevient petit. Parfait, c'est parfait. Alors, sourit-il de toutes ses dents. Alors, j'ai discuté avec le grand patron et nous avons... Attends, Dieu existe ? Bien sûr, sinon je ne serais pas là, tout comme les anges et les démons, mais c'est pas le sujet. Où en étais-je ? Ah oui, je disais donc que j'ai discuté avec le Big Boss et ensemble, nous avons revu ton dossier. Tu as la possibilité d'aller au paradis à condition que tu fasses don de tout l'argent que tu as économisé à une association. N'importe laquelle, tant qu'elle soutient une bonne cause et que tu donnes toute ta fortune. Vous plaisantez, j'espère. Absolument pas. Tu me dois une bien grosse somme. Mais je n'ai pas l'argent pour rembourser. Alors tu payeras au prix de ta vie. Et si je refuse ? Donne tout ton argent à une association et le problème est réglé. Si j'avais été seule à prendre la décision, je t'aurais demandé de tout donner à un bar ou à un club de strip. Mais enfin bon, tu sais comment est Dieu. Mais rien n'est plus précieux que mon argent. Tu sais quel est ton problème, Paul ? Tu es avare. Et le seul moyen de te repentir est de faire un don. Donc soit je meurs, soit je suis pauvre. C'est bien ça ? En résumé, oui, mon garçon. Tout en croisant ses longues jambes, le diable me sourit, laissant une énième fois entrevoir son sourire démoniaque. Ses yeux, remplis de malice, brillent d'une lueur mesquine et me fixent au point que je me sente mal à l'aise. Très bien, je vais le faire, soupirai-je à contre-cœur. À qui dois-je faire don de tout mon argent ? À l'association Petit Cœur. Elle fait régulièrement des appels aux dons pour soigner les enfants atteints du cancer. J'ai déjà ajouté le RIB de l'association sur ton compte en banque, tu n'as plus qu'à faire le virement. D'un claquement de doigts, le diable fait apparaître mon téléphone dans mes mains. À contre-cœur, je compose mon compte et je clique sur l'application de ma banque. Comme mon visiteur me l'a affirmé, il y a bien un nouveau RIB au nom de Petit Cœur qui est ajouté. C'est amèrement que j'effectue le transfert de la totalité de mes économies à cette association. Refusant de voir le grotesque de la situation qui m'est imposée, je ferme les yeux et me concentre sur ma respiration pour essayer de me calmer. Bordel, je viens vraiment de transférer tout mon argent à des gosses qui vont probablement mourir. Je constate écœuré que le solde de mon compte affiche un gros « Votre solde s'élève à 0 €. Il serait marqué « Vous êtes désormais pauvre » que ça me laisserait le même goût amer dans la bouche. Rebuté, je balance négligemment mon téléphone sur la table et déglutis. Frustré par la situation, je ne dis rien. Félicitations, Paul Pingre, tu es désormais acquitté de tes dettes. Réjouis-toi, tu restes en vie. À ce prix-là, ce n'est pas seulement des heures supplémentaires que je vais devoir faire. Carrément un deuil, marmonnai-je entre mes dents. Hein ? Qu'as-tu dit ? Non, en réalité, je m'en fiche. Bon, sur ce, je dois te laisser, je suis en retard. À plus dans le bus, Paul. Et sans que je puisse dire quoi que ce soit de plus, le diable était parti. Devenir chèvre, Camille Prévost. Un matin, un berger arpentant son troupeau y trouva une chèvre abîmée au sabot. De son bâton de bois, il la frappa et dit « Qu'est-il donc arrivé ?» La chèvre contrariée dit en un petit cri « Mon pied a trébuché ». Le berger savait mieux que de croire ses bêtes. Aussi commençait-il à en perdre la tête. Depuis des jours, chaque matin, la même histoire. Chèvre blessée, sabot fendu, il fallait voir. Le berger, agacé, ordonna au troupeau de faire demi-tour. Seule la vérité, une fois révélée, ferait d'elle des êtres libres au petit jour. Le lendemain matin, le berger à l'étable était plié en deux. Il souffrait de son dos. Plus question pour les chèvres de dire des fables. De sa fourche acérée, il pointa le troupeau. « Vous toutes regardez. Ah, le fruit de votre perfidie. Comme je suis blessé. » Le berger enragé en perdait son esprit. Sa tête lui lançait, il lui poussait des cornes. Ses chaussures en cuir apparaissaient difformes. C'était l'acte des chèvres, il en était certain. Elles ne parlèrent guère, il reviendrait demain. C'est à son réveil que le berger délirant remarqua chez lui le plus grand des changements. Lorsqu'il voulut parler, de sa gorge glissa un son que malgré lui il ne reconnut pas.
Il sortit de son lit debout sur 4 pattes et, pris d'effroi, rejoignit sa ferme à la hâte. Un tonnerre de paroles sur les chèvres s'abattit. L'homme semblait pris d'une fièvre. Une chèvre blanche s'écarta du troupeau. Poussant un bêlement, elle dit ces quelques mots. « Berger, vous qui nous avez maudites, enfermées, frappées, battues, trahies, payez aujourd'hui de votre vie. » La morale de notre fable est la suivante. Montrez-vous prudent des sentiments qui vous hantent. Portez sérieuse attention à votre colère qui est bien plus dangereuse qu'elle en a l'air. Notre berger devint chèvre et mourut ainsi. Prenez garde à ne pas terminer comme lui. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mélanie l'en dit. Franchement, Robert, je ne te comprends pas. Mais puisque je te dis que cette affaire va marcher. Tu es irresponsable, Albert. Irresponsable. Ne m'appelle pas Albert, mon nom c'est Robert. Mais pourquoi tu lui as vendu ça alors que... Alors que quoi? Tu pourrais me laisser finir. Non. Jean s'installa sur une chaise, sortit son mouchoir et tamponna son front dégoulinant de sueur. Il savait bien qu'un jour, son frère allait finir par le tuer. Albert, ou plutôt Robert, comme il aimait se faire appeler, lui servit un verre d'eau qu'il but goulûment avant de reprendre ses esprits. Nous sommes dans le pétrin, mon frère. Tu nous as mis dans une affaire... C'est un désastre. En plus, tu savais très bien que nous n'en avions plus. Mais qu'étais-je supposé faire d'autre? C'est la comtesse d'Artois. Et on ne refuse pas une demande de la comtesse d'Artois. D'ailleurs, sais-tu, Jean, ce qui est arrivé à cette pauvre dame de Bourg lorsqu'elle a osé lui déplaire? Elle l'a fait pendre. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Oh, arrêtons un peu de se voiler la face. Bien sûr que la raison officielle était que la dame de Bourg a fait assassiner un valet. Mais tout le monde sait qu'en réalité, la comtesse était mécontente de ne pas avoir eu comme cadeau un ananas lors des festivités au château de Bourg. Alors imagine si je lui avais dit non pour la peau d'ours. Elle aurait eu notre peau. Mais nous n'avons plus de peau d'ours. Les Espagnols ont tout brûlé, Albert. D'un pas furibond, le dit Albert prit d'assaut une armoire, ouvrit les portes à la volée et empoigna un fusil de chasse. Il vérifia que l'arme était chargée, s'empara de quelques cartouches et d'un bond se retrouva devant la porte d'entrée du chalet. Jean écarquilla les yeux d'horreur. Tu ne vas tout de même pas faire ce que je crois que tu vas faire. En réponse, Albert arbora un grand sourire de prédateur. Oh que si, Jean, je vais partir à la chasse à l'ours. Mais Albert, tu ne sais pas tirer avec un fusil. C'est d'ailleurs pour cette raison que père t'a déshérité. Non, c'est pas vrai. Je sais tirer au fusil. C'est juste la cible, elle reste immobile, tu comprends? Mais là, avec l'ours, ce sera parfait. Si tu trouves un ours... Albert n'écouta pas son frère et pour prouver qu'il était un bon tireur, il visa le portrait de son père en haut de la cheminée. Toutefois, ce fut la porte de l'armoire dans laquelle se trouvaient les fusils qui fut victime de l'impact. Une armoire qui se situait à 5 mètres du portrait. Le bruit du tir était assourdissant. Jean avait mal aux oreilles maintenant. Et puis mon nom, c'est pas Albert, c'est Robert. Sur cette dernière déclaration, il rechargea son fusil et claqua violemment la porte du chalet. Après une demi-heure de marche, Albert était complètement perdu dans cette mer d'arbres et de glace qu'étaient les Vosges. Le fusil à la main, il se répéta qu'il ne devrait certainement pas baisser les bras. Soudain, crac. Albert tira aussi vite que son ombre en direction du buisson devant lui. Malheureusement, ce fut l'arbre qui se prit les 3 balles de fusil. Un lapin sortit du buisson, lança un regard furibond à cet humain qui avait osé le déranger, avant de bondir d'une patte arrière furieuse loin d'Albert. Penaud, le chasseur, observa le lapin s'enfuir. Puis il eut une idée. Il pourrait tuer le lapin et après tuer l'ours, un peu comme un échauffement. Et puis, Jean aimait bien les lapins, donc pourquoi pas? Attends-moi, lapin. Il se mit à le poursuivre, ne prêtant pas attention à son environnement. Il ne remarqua pas lorsqu'il sortit de la forêt pour traverser la route. Il ne prêta aucune attention au fiacre qui faillit le renverser, ni au cocher qui lui proféra des mots bien colorés. S'il s'était arrêté un instant, il aurait reconnu les armoiries de la comtesse d'Artois. Il en aurait alors déduit que la comtesse était à l'intérieur du fiacre et qu'elle se dirigeait droit vers le chalet afin d'obtenir sa fourrure qui lui avait coûté une somme bien coquette. Non, notre chasseur, un professionnel de surcroît, continua sa course jusqu'à se retrouver non loin d'une caverne. Le lapin s'était arrêté devant son terrier et observait l'humain avec un air suffisant. Albert s'énerva et visa cette maudite peluche vivante qui ne voulait pas mourir. Mais il tira à côté. Le lapin resta immobile 1 minute de plus, se délectant du choc de l'homme avant de se faufiler dans son terrier. Et comme si la situation ne pouvait pas être pire, il entendit des bruits, une respiration derrière lui, suivie d'un grognement. Une ombre surplombait celle d'Albert. Terrifié, Albert se tourna lentement et découvrit avec effroi une horrible bête. Elle était velue, grosse, grande, avec des griffes et des crocs bien aiguisés. Albert eut une prise de conscience subite.
Les ours, il n'avait toujours vu que leur peau. Il n'en avait jamais vu de vivant. En général, c'était son père qui s'occupait de la chasse. Mais son père n'était pas là. Le fusil lui tombant des mains, Albert se mit à courir, sans le savoir, en direction du chalet, de toutes ses forces, tout en hurlant. L'ours lui laissa 5 minutes d'avance avant de le poursuivre. On ne pourra pas reprocher à l'ours de ne pas avoir été fair-play. Au chalet, Jean reçut une visite surprise. La comtesse d'Artois venait d'arriver. « J'exige que vous me remettiez ma fourrure. » Patience, comtesse. Mon frère ne devrait plus tarder. À moins qu'il ne soit mort. Je vais vous servir du thé en attendant. La comtesse lui lança un regard plein de mépris avant de s'installer sur le fauteuil le plus proche du feu de la cheminée. « Je vous connais. Votre visage m'est familier. » Il est possible que vous m'ayez vu à la cour du roi. J'y fais quelques apparitions quand celui-ci l'exige. Vous semblez me reconnaître, je peux le lire sur votre visage. Il lui tendit la tasse avant de s'installer lui aussi près de la cheminée. « Oui, vous êtes cet homme qui écrit des fables qui mettent en scène des animaux. Jean de La Foutaise, si ma mémoire est bonne. » Votre mémoire est excellente, madame la comtesse. Après un instant de silence, la dame observa les lieux avant de remarquer l'armoire sur laquelle Albert avait tiré. « Mais qu'est-il arrivé ?» Un cri survint brutalement, suivi de fracas et de coups de poing contre la porte. « Je vous en prie, aidez-moi !» Jean et la comtesse se levèrent, stupéfaits. C'était la voix d'Albert. Puis les coups cessèrent. Suivirent des hurlements, des cris à glacer le sang. Enfin, tout s'arrêta. Plus aucun son. La comtesse et son hôte s'échangèrent un regard avant que la porte ne soit arrachée de ses gonds et que le pauvre chasseur fasse un vol plané dans le salon. Il était recouvert de sang. Un œil sortait de son orbite et pendait contre sa joue. Il était immobile. Il ne respirait plus. C'est alors que l'ours entra dans le chalet, sa fourrure recouverte de sang. Au loin, le corps du cocher gisait au sol, les tripes à l'air. La bête, reconnaissant la fourrure de l'un de ses congénères sur la dame, se jeta vers elle pour la réduire en charpie. Eh bien, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Quand les poules auront des dents, Jacques casa. Il était une fois dans une campagne fort lointaine une poule. Mais pas n'importe quelle poule, c'était une poule spéciale. Qu'avait-elle de particulier, me diriez-vous ? 3 ailes, 3 pattes, 2 becs ? Non ! Cette poule avait des dents. À votre place, je me méfierais, elle a l'air un peu louche, cette histoire. Oui, vous m'avez bien entendu, ou plutôt lu. Cette petite poulette avait des dents aussi aiguisées que des couteaux. Bien étrange pour une volaille, n'est-ce pas ? Gisèle, qui au passage n'aimait pas du tout son prénom, était la plus intelligente et la plus courageuse de Cocotte City, la basse-cour dans laquelle elle vivait. Malgré son prénom de vieille bique, Gisèle était reconnue par ses camarades poulets et coqs, mais elle attirait la jalousie des autres poules. Non, on ne se moquait pas des dents de Gisèle, même s'il est vrai qu'il est assez exceptionnel de voir des Gisèles avec des dents. L'âge moyen des Gisèles humaines, par exemple, est de 87 ans. Inutile de vous préciser l'état de leurs dents, s'il en reste. Là n'est pas le sujet. Excusez-moi, j'ai tendance à faire beaucoup de digressions. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos poules. Gisèle était respectée pour son courage. Elle était loin d'être une poule mouillée. Elle se rendait souvent en repérage dehors des murs de Cocotte City. Elle était la seule à sortir indemne de ses excursions. Le but de ces expéditions était de localiser le méchant de l'histoire, Monsieur Renard Moisi. Moisi, oui, c'est le surnom mignon qu'on lui donnait à Cocotte City. Et pour cause, ce renard bien moisi était la raison de nombreuses disparitions inquiétantes à la basse-cour. Gisèle avait une dent contre Monsieur Renard Moisi. Il avait essayé de lui voler ses précieuses canines. C'était un renard dépourvu de toutes dents. Une poule avec des dents et un renard sans dents. Quelle drôle d'histoire. Ce jour-là, Gisèle devait se rendre en expédition. Personne ne se doutait de la suite de l'histoire. Logique, c'est moi le narrateur. Avant de se rendre en aventure, Gisèle alla voir son compagnon de toujours, Billy le pigeon. Billy et Gisèle formaient un duo parfait. Ils étaient amis pour la vie, ou plutôt best friend forever, comme on le dit chez les Jones. Billy donnait toujours de bons conseils pour les expéditions de Gisèle. Grâce à lui, elle bottait, ou plutôt mordait les fesses de Monsieur Renard Moisi. Billy donnait des conseils à Gisèle, mais il n'était jamais parti à l'aventure en dehors de Cocotte City. Il était peureux. Notre chère poule proposa à Billy que celui-ci l'accompagne dans son expédition. Billy eut quelques hésitations, mais il finit par accepter en roucoulant. Roucouler, c'était la spécialité de Billy. Il était éperdument amoureux de Gisèle, chose que la poule aux dents acérées ne savait pas. Il voulait lui déclarer sa flamme, mais à chaque occasion, celle-ci partait à la chasse de Monsieur Renard Moisi. Décidément, notre petit Billy, en plus d'être une chochotte, n'est vraiment pas chanceux. Pour Billy, cette expédition était l'occasion parfaite. Les astres s'étaient réunis. Il l'avait lu dans son horoscope. Il était temps pour Billy et Gisèle de partir pour des contrées lointaines. Enfin, pas trop loin non plus, car ils avaient prévu de rentrer pour le dîner. Nos 2 héros étaient enfin sortis ensemble des murs de Cocotte City. Ils étaient dans une forêt piquante où tous les arbres et toutes les plantes avaient un bout aussi pointu que les dents de Gisèle. Aucun renard sans dents à l'horizon. Les 2 volatiles continuaient de s'enfoncer dans la forêt. Billy trouvait que cette forêt dégageait une atmosphère pesante. Il avait des papillons dans le ventre.
incapable de regarder Gisèle dans les yeux. Il fixait ses dents d'un air béat. Billy avait toujours admiré les dents de sa meilleure amie. Elles étaient si aiguisées qu'elles semblaient avoir été taillées dans du quartz. Elles ressemblaient étrangement aux dents d'un renard. Lorsqu'il la regardait, Billy avait en tête des centaines de mots doux, des milliers de compliments et 1 million de qualités qu'il pourrait utiliser pour la décrire. Si bien que, s'il fallait les décrire, on serait encore là demain. Et nous savons, vous et moi, que les heures supplémentaires sont loin d'être agréables. Reprenons loin des rêveries de notre pigeon. Un bruit strident se fit entendre entre les arbres. Monsieur Renard Moisi n'était pas loin. Gisèle, cette fois-ci, ne se précipita pas à la poursuite du canidé. Elle resta figée, ce qui était très étonnant. Le temps était alors comme suspendu. Renard sans dents était apparu, et Gisèle ne faisait rien. La poule et le renard se fixèrent dans les yeux, sans un mot. Billy ne comprenait rien à la scène qui se déroulait devant lui. La poule et le renard ne bougeaient pas d'une plume ni d'un poil. Soudain, Gisèle et le renard se tournèrent vers Billy, et ils commencèrent à ricaner. Ce n'était pas un rire confiant, ni même un rire nerveux. C'était un rire mauvais, méchant, diabolique. Billy était stupéfait. Une poule et un renard qui rigolent ensemble? C'est encore plus surprenant qu'une poule avec des dents. Oui, certes, mais notre cher ami pigeon semble oublier qu'une poule a des dents dans cette histoire. Gisèle et Monsieur Renard Moisi se moquaient littéralement du pauvre pigeon. Le rire de Gisèle devenait de plus en plus grave, et caquettement de la poule était rauque. Si rauque qu'il se mélangeait avec le timbre de voix du sinistre renard. Billy se mit alors à roucouler. « Mais que t'arrive-t-il, Gisèle? Ta voix a changé si subitement. Est-ce que ce renard moisi t'a donné un vilain rhume ?»« Mon cher Billy, répondit Gisèle d'un ton sardonique. Tu es vraiment un pigeon. Tu es si naïf. Tu n'as toujours pas compris? Crois-tu qu'une vraie poule irait faire ami avec un renard? Ça me semble peu probable, mais après tout, tu as bien des dents, toi qui es une poule, rétorqua Billy. Alors une poule avec des dents qui rigole avec un renard? Pourquoi pas? Qui l'empêche? Sûrement pas notre narrateur, il a l'air complètement fêlé. Gisèle perdit alors son sang-froid. Mais Billy, moi qui pensais que tu étais une tête d'œuf, en fait, tu as surtout une cervelle de moineau. Oui, je suis vexée et je viens de rajouter cette réplique à l'histoire. Gisèle, je ne pige plus rien, répondit Billy. Normal, tu t'es fait pigeonner, Billy. Pigeonner, comme un pigeon, hurla Gisèle. À ce moment précis, le visage et le corps de la poule se transformèrent. Ses plumes devinrent des poils, son bec un museau, ses yeux furent soudainement plus perçants et 4 pattes vinrent remplacer les siennes. Ses dents, elles, ne changèrent pas. Une renarde! Gisèle, tu as menti à tout Cocotte City. C'est pour cela que tu étais la seule à revenir des expéditions. Ne me dis pas que... Le pauvre pigeon fut coupé par Gisèle. Ferme ton vieux bec. Avec ton haleine de vautour, je crois que je vais tomber dans les pommes. Il n'y a jamais eu de Gisèle. Quel nom moisi d'ailleurs. Je ne sais même pas pourquoi on m'a imposé un nom pareil. Billy était éberlué. Il était dans une situation loin d'être chouette pour un pigeon. La poule pour qui il avait le béguin n'était qu'une imposture. Les expéditions étaient un stratagème élaboré par Monsieur Renard Moisi et Gisèle pour dévorer les innocents habitants de Cocotte City. Et Billy était le prochain sur la liste. Après tout, qui n'a jamais rêvé d'un bon pigeon rôti? Le pauvre volatile se mit à me supplier, moi, grand narrateur, de l'épargner en changeant le cours de l'histoire. Mais qui m'a aidé, moi, quand j'ai appris que ma femme, Gisèle, allait voir ailleurs? Personne pour sauver ce bon vieux Billy. Pourtant, j'aurais bien voulu qu'on change le cours de mon histoire. Alors pourquoi avoir de la pitié pour ce pigeon? De toute façon, comme ce pigeon l'a déjà dit, je suis complètement fêlé. Alors plus on est de fous, plus on rit, hein. Je laisse donc le pigeon à son triste sort. S'il n'est pas assez malin pour s'envoler, ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, des problèmes. Mon époux Gisèle m'en apporte déjà assez comme ça avec son amant, Monsieur Dentimoisi. Quoi? Tout ce conte ne serait qu'une allégorie de mon mariage raté? Navré, cher lecteur, j'ai légèrement divagué. Reprenons. Le pigeon s'est fait dévorer par les 2 renards. Non, Billy et Gisèle n'eurent pas d'enfants mi-poule, mi-pigeon avec des dents pointues. Et comme chaque histoire a une morale, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Le méchant de l'histoire n'est pas toujours celui que l'on croit. Il faut se méfier des Gisèles. Objectivement, c'est la morale que je préfère. Les poules avec des dents ne sont pas des vraies poules. Ça va de soi. Mettre son grain de sel, par Alice Contrary. Il n'y avait pas pensé. Pourtant, d'habitude, il le faisait toujours avant de dormir. Ce rituel du soir, sa femme ne l'interrompait jamais, même si elle le trouvait ridicule. C'était rassurant, cet ordre, cette marche à suivre, la même qu'il soit chez lui ou à l'autre bout du monde. D'abord le brossage de dents, puis le pyjama, le téléphone en mode avion, et enfin les écouteurs à charger. Mais ce matin-là, il s'était aperçu, bien trop tard, qu'ils étaient restés sur sa table de chevet, sans avoir été branchés. Cet oubli, c'était un détail pour certains, presque tout le monde. Mais pour lui, c'était un signe de profond désordre. En fermant la porte, il ne put s'empêcher de réfléchir aux raisons qui l'avaient poussé à oublier cette action capitale. Impossible de savoir pourquoi. Finalement, peu lui importait. Cela voulait surtout dire qu'il allait devoir se fondre dans une foule qui l'oppressait. Entendre les cris des adolescents qui se rendaient au collège, la musique insupportable de l'accordéon qui était là tous les jours,
et la voix robotique de la RATP annonçant un énième retard. Il fallait affronter ce monde sans filtre. Il n'allait pas pouvoir l'adoucir, mais devoir l'envisager dans son entièreté. Déjà, en entrant dans le métro, l'odeur lui parut étrange. Sans musique, ses sens étaient comme décuplés. Chaque chewing-gum collé à la rampe lui écorchait la main. Il manqua plusieurs fois de tomber dans l'escalator, et les annonces sonores lui bouchaient les oreilles. Le parfum de celle qui attendait à côté de lui, l'odeur du croissant encore chaud de l'autre côté, la transpiration, l'haleine alcoolisée d'un homme qui boitait un peu plus loin. Il avait le temps. Il était toujours le premier au bureau. Même par temps de grève, il avait toujours tout prévu. Le silence imposé par l'absence de musique lui permettait ce jour-là de penser à son programme de la journée. À 10h, il avait rendez-vous avec la RH. Que lui voulait-elle encore, celle-là ? Puis, il fallait déjeuner avec le nouveau client, passer des heures sur Excel pour lui montrer l'importance de s'implanter à Paris, et finir par une réunion interminable et inutile avec toute l'équipe. Pour la première fois, il avait la flemme. Une vraie flemme. Il voulait partir et ne pas y aller. Comment réagirait-il au bureau s'il n'était pas là? Et sa femme, en le voyant rentrer dès le matin? Il pourrait se recoucher et oublier cette journée qui, décidément, commençait mal. Mais ses questionnements intérieurs furent brusquement interrompus par un journal qu'on lui tendit au détour d'un couloir. Tous les jours, c'était le même journal, à la même heure, au même endroit. Et tous les jours, il le déposait dans la même poubelle, sans même lire les titres. Il ne le lisait jamais. Il préférait écouter les informations à la radio, il n'avait pas d'effort à faire. La matinale de France Inter lui suffisait amplement. Il avait tout l'essentiel pour en parler autour de la machine à café. C'est dingue l'incendie à... Et t'as vu la guerre au... Oui, il avait vu, ou plutôt entendu. Et il pouvait recracher par cœur le discours du journaliste diffusé 1 heure auparavant. Mais aujourd'hui, il n'avait rien à faire en attendant le RER. Alors il garda le journal. Il fut immédiatement attiré par le titre du premier article et se mit à lire. Assassinat du ministre de la Justice, le meurtrier démasqué. Mercredi 15 novembre 2023, Raphaël Bruno, cuisinier du restaurant Le Petit Bistrot du 15e arrondissement de Paris, a été arrêté pour assassinat, ainsi que le serveur Julien Plantier, pour complicité. Nous n'avons jamais vu ça, c'est une vraie association de malfaiteurs. Des meurtres en série passés inaperçus depuis plusieurs mois en plein Paris. Détaille le commissaire Bauger en charge de la... Il y a une semaine en effet, le ministre de la Justice, Bertrand Lebas, a été retrouvé mort à son domicile. L'autopsie a révélé une quantité importante de thallium dans son corps, un produit chimique hautement toxique. Le problème du thallium est le temps de réaction au poison. Les symptômes peuvent mettre plusieurs jours à apparaître. Une personne peut vivre jusqu'à 2 semaines après avoir ingéré une dose mortelle sans s'en rendre compte. Il fallait donc que nous examinions tout l'emploi du temps du ministre pendant les 2 dernières semaines de sa vie, ce qui a rendu la tâche plus difficile, explique le médecin légiste qui a examiné le corps. Les enquêteurs ont découvert ce restaurant, d'apparence banale, où Lebas s'était rendu 8 jours avant sa mort. C'est un petit bistrot calme, à la carte simple, où bon nombre de Parisiens se retrouvent pour y passer un moment paisible. À l'abri des regards, le ministre s'y était rendu pour l'anniversaire de sa maîtresse, Marie Amba. En examinant la liste de toutes les personnes ayant mangé dans ce restaurant, les enquêteurs se sont aperçus que 15 personnes étaient mortes mystérieusement après s'y être rendues au cours des 12 derniers mois. À chaque fois qu'une personne meurt, on ne fait pas d'autopsie. Ces 15 personnes étaient pour la plupart âgées, et donc il n'y avait rien de suspect sur le moment qui aurait pu nous alerter ou nous pousser à vérifier s'il s'agissait d'une cause criminelle, poursuit le commissaire. Mais après vérification, les légistes sont formels. Ces 15 personnes ont bien été empoisonnées au thallium. Lors de la perquisition des cuisines du restaurant, les policiers ont découvert un petit bocal en verre, caché dans un tiroir, qui contenait une étrange poudre blanche. Il s'agissait de gros sel mélangés à du thallium en très haute concentration, assez pour tuer, avec quelques grains seulement, un adulte de taille moyenne. Immédiatement placé en garde à vue, le cuisinier, Raphaël Bruno, un homme d'une 50aine d'années, a nié avoir connaissance de cet ingrédient secret. Mais le serveur, Julien Plantier, également mis en garde à vue, sous la pression des policiers, a fini par avouer ses meurtres qu'il aurait commis en accord avec le cuisinier. C'est un mode opératoire absolument diabolique. C'était mieux le policier qui s'est occupé de la garde à vue. En effet, le serveur et le cuisinier étaient amis et travaillaient ensemble depuis des années. Plantier, serveur, avait la fâcheuse tendance d'écouter les conversations des clients. Il aimait se rappeler de leurs anecdotes, de leur vie, et racontait toujours tout à Bruno, le cuisinier. Les 2 amis jugeaient les histoires des clients derrière le comptoir, jusqu'à ce qu'une idée leur vienne. Le commissaire Bauger a enquêté sur les clients du restaurant. Beaucoup de clients qui venaient ici s'y rendaient pour se cacher, être tranquilles et faire des affaires plus ou moins légales. Il y avait de petits voyous, des entremetteurs, des rendez-vous extra-conjugaux. Selon Plantier, les 2 amis voulaient rendre le monde meilleur, en punissant les personnes aux mœurs douteuses qu'ils surprenaient au détour d'une conversation. D'abord, cela a été par des grains de sel. Dès que le serveur n'approuvait pas les activités d'une personne, il demandait à Bruno de charger la dose de sel pour qu'il retienne la leçon. Ce sont les mots exacts de Plantier. Les 2 amis rendaient leur propre justice à coups de pincées de sel, qui se sont multipliés. Puis, c'est l'escalade. Au moindre mot de travers, un client juste légèrement pressé ou désagréable, Bruno mettait des poignées entières de sel, poursuit le commissaire Bauger.
Les commentaires Google sur l'établissement sont édifiants. Joli cadre, calme, mais la cuisine est trop salée. Vraiment trop salée. Dommage, parce que l'accueil est agréable. Avant, j'y allais souvent, mais je pense que le cuisinier doit se tromper dans ses recettes. Tout est devenu beaucoup trop salé. Mais cela ne les amusait plus. Il en fallait davantage. Rendre leur tribunal de sel plus morbide et horrifique. Les enquêteurs peinent encore à déterminer qui a eu l'idée d'empoisonner le sel. Plantier et Bruno nient tous deux avoir été le cerveau diabolique qui a élaboré ces grains de sel au thallium. Cependant, Plantier ne démentit pas avoir demandé au cuisinier de l'utiliser. D'abord, c'était un seul grain pour tester, voir les effets du poison sur leurs victimes. Le serveur assure ne pas avoir eu l'intention de tuer, mais juste de les rendre malades temporairement pour qu'ils arrêtent leur mauvais comportement. Mais les effets du thallium étant assez lents, ils ne voyaient pas vraiment le résultat. Ils ont alors commencé à ajouter non pas un, mais 2, puis 3, voire 4 grains de sel dans les plats. Détail sordide, les deux amis avaient un code. Il suffisait que le serveur dise « Mais y ton grain de sel, l'histoire me paraît louche » pour que le cuisinier y ajoute ses grains secrets. C'est sans doute l'aventure extra-conjugale du ministre qui les a poussés à s'en prendre à Bertrand Lebas, exerçant leur justice meurtrière sur celui qui représentait en personne la véritable justice. Beaucoup d'éléments restent encore à éclaircir dans cette affaire, notamment la manière dont les deux assassins se procuraient ce poison, dont l'utilisation est extrêmement réglementée. Aucune hypothèse n'est écartée, il pourrait s'agir d'un véritable réseau de trafic de thallium, conclut le nouveau ministre de la Justice, Jean-Marie Bouillet. Il referma doucement le journal et observa sur le quai tous ces hommes et toutes ces femmes qui attendaient patiemment le RER. Qui trompait son partenaire? Qui avait déjà volé? Qui fraudait pour prendre le métro? Qui parmi eux aurait pu être empoisonné? Lui-même aurait-il pu être une victime? C'était vrai que parfois il n'était pas très aimable dans les restaurants. C'est vraiment la dernière fois que j'oublie de charger mes écouteurs. Lire les journaux, ça me donne des idées bizarres. Toutes les salades ne sont pas bonnes à raconter a recueilli les écrits de 15 autrices, Clotilde Kaiser, Amandine Dufour, Joséphine Bou, Julie Chénaud, Pauline Lachèvre, Laura Viss, Shaima Belkacemi, Emma Hoffman, Inès Romero, Daphné Mully, Faustine Ferry, Camille Prévost, Mélanie Landy, Jade Casa et Alice Contrary. Avant-propos de Pauline Lachèvre et livre audio édité par Daphné Mully. Nous souhaitons tout d'abord remercier la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université catholique de Lille, notamment notre professeur M. Christian Serrano, pour l'initiative de cet ouvrage, la liberté qu'il nous a accordée pour le choix du thème et des expressions, et pour son regard affûté sur chacun des textes. Nous adressons notre sincère reconnaissance à l'ensemble de l'équipe pédagogique du Master Hélène, écriture, lettres et édition numérique, créé et dirigé par M. Alyosha Waldlazowski, qui a soutenu et suivi le projet avec attention et enthousiasme. Nous remercions tout particulièrement M. Mathieu Rondeau, sans qui ce livre n'aurait pas pu voir le jour, et ne serait pas aussi beau et impeccablement mis en page pour sa version papier, pour son implication dans le graphisme, de la maquette au devis d'impression, et pour le don de livres d'occasion nous ayant permis de financer en partie ce projet. Nous remercions de même les professeurs impliqués dans l'élaboration, la création et la promotion de l'ouvrage. Madame Anne-Sophie Joanneau, pour son accompagnement et ses conseils sur la communication et le marketing, l'élaboration de la stratégie sur les réseaux sociaux et les relations avec la presse. Monsieur Mathias Echenay, qui nous a épaulés dès les premiers temps du projet, en particulier sur la question du rayon et du classement du livre, la rédaction de l'argumentaire de vente, ainsi que les relations avec les librairies. Et Monsieur Christophe Jacquet, pour son aide précieuse et le suivi méticuleux du projet sur le plan financier. Les Sornettes remercient en particulier une de leurs membres, Madame Shaima Belkacemi, pour l'élaboration sur mesure, la réalisation et la numérisation des illustrations de cet ouvrage. Nous remercions également une autre de nos membres, Madame Inès Romero, pour l'élaboration de la couverture. Un grand merci à l'entreprise SA Host pour son soutien par le don, la personnalisation et l'impression gratuite de superbes tote bags à l'effigie des Sornettes. Le collectif s'est gré du soutien de l'équipe communication de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines, en particulier de Madame Apolline Delplanque, qui a relayé et encouragé le projet dès ses débuts, notamment grâce à l'impression et le déploiement d'affiches au sein de l'université. Enfin, nous remercions grandement toutes les personnes qui ont soutenu la publication de ce livre en contribuant à notre campagne de financement participatif sur le site Helloasso.